Philippe Bloch, qui est un éminent conférencier, en tout cas quelqu'un qui a une grosse expérience personnelle. Longue. Je parle pas de ton âge, n'est-ce pas? Non, vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Bah non, il s'était pas né quand j'ai commencé à bosser ces abrutis. C'est quelqu'un en tout cas qui a une belle aventure de vie à vous faire partager, toujours est-il, qui a écrit des bouquins aussi, je sais bien que vous lisez plus, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et c'était super intéressant. Ce qu'il a à vous apporter aujourd'hui, je pense avant toute chose, c'est effectivement son expérience, mais aussi son enthousiasme et aussi son parcours, qui vous verrez est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est à la fois de l'écouter et à la fois aussi de l'embêter un peu, parce que finalement il est là pour ça. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Il a aussi un petit passé ou un grand passé, je ne sais pas, aux États-Unis. Je pense que ça t'apporte aussi une ouverture différente que tu vas peut-être pouvoir partager avec nous ce soir. Avec plaisir. Et voilà, je suis ravie de t'accueillir ici. Et moi de te revoir. Tu les bêtises que j'ai pu entendre tout à l'heure et je te laisse performer, ce que tu sais faire mieux que moi. Mais Grégory va peut-être dire un mot en démarrage. Grégory, tu voulais pas dire quelque chose? Il s'est débiné là. Mais... Ah si, on a oublié de préciser pour tes clients, Grégory. Si, on a oublié de préciser qu'on a fait venir Philippe puisqu'il n'avait pas autant de vues que Greg et que donc c'est vraiment pour l'aider ce soir qu'on l'a fait venir. Il a eu le culot de me dire un truc dingue. Je dirai après. Non, le gars, je ne sais pas s'il lit, mais apparemment pas, parce que mon premier bouquin sur le sujet qui nous réunit ce soir, c'était 500 000 exemplaires. C'est jamais arrivé dans l'histoire de bouquin business. Il me dit, mais c'est beaucoup, ça c'est de la merde, 500 000. Moi, quand j'écris 3 merdouilles sur le net, je fais 2 millions de vues. Prétentieux, le gars. Mais je l'aime déjà. Allez, Grégory, dis un mot d'intro quand même, non? Non, on est ravis de te recevoir, tout a déjà été dit. C'est ma bouteille, je peux voilà, boire la bouteille directe? C'est à toi, laisse faire le show, t'es convaincu que tu vas bien faire. Pas beaucoup d'expérience, et donc 500 000 pour les gens qui se posent la question, c'est beaucoup. Non, non, je vais vous dire, pour établir la vérité, 500 000 exemplaires, c'est un Goncourt. Il n'y en a qu'un par an, et pour ta gouverne, Grégory, et pour nous tous ici, bouquin ou pas bouquin, un bouquin en moyenne en France fait 650 exemplaires en diffusion. Donc les bouquins, c'est compliqué, et tous les gens qui rêvent d'écrire des bouquins, je vous assure que c'est un truc absolument passionnant. Et du coup, je suis obligé de commencer pourquoi j'ai écrit ce premier bouquin sur le thème qui nous rassemble ce soir, en fait. Et en plus, puisque tu as eu la gentillesse de rappeler que j'avais un peu un côté un peu américain, c'est simplement que j'ai une chance dingue qui n'existe pas dans votre génération aujourd'hui. Je répète que, en tout cas, d'abord, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à distance, parce qu'effectivement, vous devez vous demander quel est ce fou qui rentre dans vos vies. Non, je suis ravi d'être avec vous parce que je vais un peu raconter à travers le fil de mes expériences personnelles l'évolution du client en France. Parce qu'en fait, vous vous souvenez peut-être pas qu'avant que Jacques Chirac n'enlève le service militaire, on faisait son service militaire en France et que quand on pouvait le faire, on pouvait faire autrement et le remplacer par un truc qu'on appelait la coopération. Et en gros, ça consistait à partir pendant 2 ans dans une ambassade française, à rien foutre, hein, globalement. C'était juste très sympa. Et à vivre loin de la France pendant 2 ans. Et c'est ça qui, moi, a été mon déclic, puisque j'ai fait ça dans une ville pas désagréable qui s'appelle New York. Au début des années 80, j'ai fait l'ESSEC en 82 et je passe 2 ans à New York, où je passe 2 ans sans rentrer en France pendant même pas 2 jours. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont dans cette salle, de vivre loin de vos habitudes, votre culture, votre langage, etc. pendant 2 ans. Il se passe vraiment un truc, je peux vous dire, c'est que tout d'un coup, on porte un regard différent sur sa culture, son langage, ses habitudes, bonnes et mauvaises. Et à l'époque, je veux dire un truc, c'est qu'il suffisait de rentrer à Roissy, à Paris, et de prendre un taxi pour savoir qu'on était rentré en France. C'était globalement tous des abrutis. Je vous rappelle, c'était avant que les VTC ne réinventent un peu le business, justement en misant tout sur le service et la technologie. Et je rentre donc à Paris, et je rentre à l'Expansion. Alors là aussi, encore, c'est intéressant, l'Expansion, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais c'est aussi un message que je voulais vous adresser ce soir. Ça a été pendant 50 ans le leader de la presse économique française. C'était le magazine de l'économie, né en 1967 et mort en 2017. Ce qui est intéressant parce qu'on évoquait avec Grégory le métier sur lequel vous êtes chez Plus que Pro, qui est gommant de la techno, de la tech et de la data et bien sûr de la vie client. Mais aujourd'hui, une entreprise qui ne se réinvente pas justement à partir des nouvelles technologies, ben vous ne la lisez plus et elle finit par mourir, tout leader qu'elle est en fait. Et ce qui est marrant, c'est que le premier truc qui m'a frappé quand je suis rentré, puisqu'on va parler de beaucoup de clients ce soir, c'est que je me suis aperçu que bizarrement, on est le seul pays au monde qui, quand il parle de client, a un mot pour décrire le client par rapport à son métier. Je ne sais pas si vous en avez aperçu de ça. Bon, tout à l'heure, j'ai pris un taxi. Moi, je n'étais pas un client, j'étais une course. Il a fait une course. Vous avez remarqué qu'il y a par exemple la restauration, c'est un métier formidable. Vous allez les appeler demain soir après le match et on va dire, vous êtes combien de couverts? Vous pensez venir juste avec votre épouse, vous êtes 2 couverts à venir dîner. Dans l'assurance, qui est un très beau métier, je suis sûr que vous allez effectivement des avis sur des assurés que nous sommes tous. Quand on est un assuré, quand on fait un chèque, on est un assuré. Quand on a un pépin, on devient un sinistre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, non mais c'est exceptionnel. L'autre jour, j'ai eu un dégât des eaux
Ils me disent, vous êtes quel sinistre, ce qui est quand même extrêmement engageant, si vous voulez, en termes de conversation. Pour un garagiste, on est une vidange ou un plein. Pour un avocat, une affaire. Pour un maçon, un chantier. Pour une prostituée, une passe. Enfin, il y a plein d'exemples un peu bizarres, d'ailleurs, des métiers de chacun. Et c'est le premier truc qui m'a frappé, c'est j'ai eu le sentiment que, quand je suis rentré, que les Français n'étaient ni souriants ni serviables. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore déprimés. Ça, c'est venu plus tard. La dépression française est venue un petit peu plus tard. Et du coup, j'ai écrit, en fait, pendant mon job, j'étais en fait éditeur du magazine de l'Expansion. Et la nuit, les week-ends, j'écrivais un bouquin en me disant, il doit y avoir en France, mais on a des parcours finalement à distance très proches de Grégory sur le chemin que vous avez fait, vous, sur les avis clients, et moi, la découverte de ce qu'est le client dans un pays qui ne l'aime pas. Enfin, la France est un pays qui n'a pas naturellement le sens du service. Je ne sais pas si vous le savez, j'habite, enfin vous ne le savez pas, ça vous en foutez, mais j'habite à Paris en face de l'ambassade du Japon. Il faut le savoir. Enfin, on s'en fout que j'habite en face du Japon, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'ambassade du Japon. L'ambassade, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je ne pense pas que vous le sachiez, il y a en fait, depuis quasiment 20 ans, à l'ambassade du Japon, 3 psychologues dont le métier est de faire du rapatriement sanitaire de Japonais, qui sont venus à Paris pensant arriver chez Amélie Poulain et qui arrivent chez Anne Hidalgo. Je vous assure que ça fait un choc. Non, je vous jure que c'est vrai, et ce n'est pas des conneries. Hein. Il y a 300 rapatriements sanitaires par an de Japonais qui veulent vivre la douce France. Tout à l'heure, il y avait 2 Asiatiques très sympas dans le TGV. Je me dis, qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Il fait froid. Ils venaient ici pour avoir le Noël strasbourgeois, à l'évidence. Et pareil, à Paris, il y avait cette espèce de magie française qui était absolument démolie depuis 20 ans par 300 types qui sont rapatriés. Et on est un pays latin, vous le savez, mais je ne pense pas que vous sachiez d'où vient l'origine du mot service. Dites-moi. On est des latins. Ça vient du latin, alors à votre avis. Servus. C'était quoi servus? C'était un esclave. C'est intéressant. C'est-à-dire, qui aime être l'esclave de qui que ce soit? Et le mot travail, vous savez ce que c'est que le mot travail? C'est également latin. Tripalium, instrument de torture chez les Romains. Tu vois, c'est intéressant comme concept aussi. Donc les influences latines sont importantes. Et du coup, je suis parti à la recherche pendant ces 2 ans, avant que le bouquin sorte, de tous les patrons français qui avaient mis le client au cœur de leur action. Ceux qui étaient customer-centriques, avant qu'on parle de customer-centricité. Vous êtes incapable de savoir à l'époque, effectivement, parce que vous êtes tous trop jeunes, en tout cas ceux qui m'écoutent aussi, vous êtes tous apprentis en CFA, donc encore peut-être pas le recul historique que je suis en train de vous amener cet après-midi. Mais à l'époque, quand je demandais aux gens, tous les patrons que j'ai rencontrés, Gilbert Trigano, fondateur du Club Med, David Bellon, fondateur de Pierre Bellon, fondateur de la Sodexo, Jean-Claude Decaux, fondateur de Jean-Claude Decaux, je leur demandais quelle est la boîte qui incarne le plus, d'après vous, l'état d'esprit service. Alors, je vous le demande, aujourd'hui, qui vous diriez-vous d'ailleurs? Si je vous disais aujourd'hui de me citer les 3-4 boîtes françaises qui incarnent, alors pas forcément les clients de plus que pro, mais qui incarnent dans l'esprit collectif l'état de service en France, qui diriez-vous? Uber. Vous disiez? Deliveroo. Cdiscount, Orange. Amazon, clairement. Ah, c'est pas français, pardon. Comment? Ce que vous voulez. Non. Ce que vous voulez, dans votre quotidien de client, la boîte vraiment qui est la meilleure, quoi. En gros, c'est... Parce qu'à l'époque, je veux dire qu'il y avait j'ai interviewé 60 des plus grands patrons français pour ce bouquin, qui s'appelle Service compris, by the way. Tout le monde me disait Bernard Darty. Intéressant. Aujourd'hui, plus personne ne dit Darty, mais pourtant, c'est intéressant, parce que Darty, à l'époque, qui a inventé un vrai concept, plusieurs concepts d'ailleurs, c'était le premier, en fait, et vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais à l'époque, en communication, on vendait des produits et pas du service. Ça a été le premier, en fait, en com, à parler service et pas produit. En gros, il nous réparait nos machines à laver le dimanche matin, alors qu'il ne se passait rien en France à l'époque. Le premier à faire un truc dingue, qui est toujours existant, le contrat de confiance. Et vous êtes, vous, un concept qui est basé sur la confiance, en fait. Dans un pays, je vous rappelle, qui n'a confiance en personne, vous le savez ça. Non, mais on est le pays, moi ça me traumatise. On est le seul pays au monde qui n'a confiance en personne. Il y a un sondage qui est fait chaque année devant 30 pays, 5000 personnes par pays, à qui on pose une des questions, est-ce que vous faites naturellement confiance aux autres, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde? Et ça, c'est flagrant des États-Unis à la France. Mais évident. Et quand on parle, j'y reviendrai après, quand on parle d'Amazon, une des raisons de la puissance d'Amazon, c'est qu'elles nous font confiance. Quand on leur envoie un truc par la poste, sans même savoir ce qu'il y a dans le paquet, vous sortez de la poste, on vous a remboursé 29,99 € parce que, et je vais vous raconter une autre anecdote, d'un manque absolu de confiance en matière d'expérience client en France, qui est beaucoup plus fréquent. La réponse des Français à est-ce que vous faites naturellement confiance aux autres ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde est de que 80% des Français vous disent moi, je me méfie de tout le monde. En gros, il a une bonne gueule, on va se méfier quand même. Mais ce qui légitime complètement votre concept et votre succès. Parce qu'effectivement, la confiance, c'est absolument la base du succès. Et si vous regardez Darty, même si aujourd'hui, l'homme Bernard Darty n'est plus là, il a toujours surfé sur les bons axes. Vous avez repéré la nouvelle signature de Darty en publicité en ce moment? Ils ont changé de signature quand ils font des pubs. Non, personne?
Enfin, vous ne regardez plus la télé, cette génération, c'est sûr que c'est un peu chiant, mais il y en a encore qui la regardent. Comment? Mais ça reviendra, tu sais, j'ai confiance à donner encore envie de lire. Non, la signature, c'est premier réparateur de France. C'est intéressant, c'est dommage que vous ne l'ayez pas lu, parce que c'est fait pour Génération à vous, qui voulait de l'économie circulaire, qui voulait que la planète soit préservée, et en fait, ils surfent avant qu'on ne leur reproche sur cette génération-là. L'autre jour, je faisais une conférence chez Decathlon. Je ne suis pas assez sportif pour passer ma vie chez Decathlon, mais je n'avais pas noté qu'aujourd'hui, ils privilégient la location de tout, la réparation de tout, et qu'aujourd'hui, l'économie de l'usage versus la propriété est en train de se développer à toute vitesse. Et là, une fois, Darty a été le premier à faire ça. Et ce qui est marrant, c'est que, là, je vais remonter le temps très loin, hein, en janvier 86, vous voyez, c'est vraiment le Moyen-Âge. Janvier 86, le bouquin sort. 15 jours après, première personne qui m'appelle, c'est Bernard Darty, c'est-à-dire l'homme qui a inventé la qualité de service. Et il me dit, voilà, je fais un séminaire pour mes équipes, est-ce que vous voulez venir parler de votre bouquin? J'ai dit, écoutez, je vous adore, vous êtes mon idole, enfin, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous qui avez inventé le truc. Et il me dit, on s'en fout, venez en parler. Je ne sais pas ce que j'ai raconté, sans doute quelques conneries. Et à la fin, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez invité? Il a eu cette phrase, et là je m'adresse en même temps en vous disant ça, parce que ce qui n'a pas été éditeur, c'est que je suis avant tout un entrepreneur plutôt qu'un auteur et un animateur ou tout ce que vous voulez. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, notamment par rapport à cette capacité à se réinventer. Il m'a dit, vous savez, c'est vrai qu'on a du succès, mais le succès est une invitation à s'endormir. Et j'ai adoré cette idée, en fait, et ce type était assez exceptionnel. Et donc ce bouquin est sorti en 86, il s'appelait Service compris. À l'époque, mon patron s'appelait Jean-Louis Servan-Schreiber, c'était le fondateur du groupe, c'est un homme très connu dans la presse en France. Et c'est lui qui a trouvé le sous-titre du bouquin, qui aujourd'hui est démodé. C'est aussi une des choses que je voulais vous dire. C'est-à-dire que le sous-titre, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Ça va bien dans ce qui est en train de nous réunir ce soir. Sauf que je pense que c'est largement insuffisant, si je peux me permettre. Si je devais réécrire aujourd'hui un bouquin sur cette thématique, je pourrais peut-être l'appeler Service compris, qui était un bon titre, parce qu'un titre, il faut que ce soit efficace. Mais je dirais les clients enthousiastes font les entreprises pérennes. Vous savez, vous ne m'entendrez pas parler une seule fois. Je ne sais pas d'ailleurs si vous parlez de satisfaction client dans votre métier, moi jamais. Parce que je considère qu'être satisfait avec le prix qu'on paye, et c'est tout l'objectif de ce qui est le business model que vous avez construit, c'est largement insuffisant en fait. Et aujourd'hui, je pense que l'enthousiasme qui mène en fait à le fameux effet waouh qui fait la fidélité est indispensable. Et si je dis les clients enthousiastes font les entreprises pérennes plutôt que gagnantes, c'est que je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui peut décemment prétendre qu'il fera le même métier dans 5 ans. Et j'ai même envie de vous dire post-Covid dans 2 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, face aux mêmes concurrents pour les mêmes clients. Il s'est passé un truc de... Tiens, je vous pose une question à tous. L'autre jour, je me suis posé la question et je vous la pose, j'aimerais bien avoir votre réponse. Si on se retrouve dans 15 ans et que je vous dis, avec le recul, qu'est-ce qui, dans votre tête, vous dira 17 mars 2020? Qu'est-ce que vous me direz en disant à quoi correspond la date du 17 mars 2020 dans votre esprit, mais dans 15 ans? Vous voyez ce que c'est le 17 mars 2020? Ça vous rappelez? Alors vous me direz quoi, d'après vous, dans 15 ans, avec le recul? Clairement. Ça a été une première grande rupture sur les modèles de consommation établis jusqu'alors. Je ne sais pas si on vous entend, donc je répète peut-être sur ceux qui sont en vidéo. La première rupture, c'est les grands modèles de consommation que vous connaissez déjà. Absolument, je pense que je dirais la même chose. Quoi d'autre? Un pays tout entier en pause. Oui, des vies en pause. Et en questionnement, beaucoup. On s'est ennuyé. Et ça, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. J'en ai fait un bouquin pendant le confinement, et un des chapitres, c'est autour de la notion de projet. Parce que je me suis aperçu d'un truc terrible, c'est qu'il y a des gens qui sont aperçus que leur vie était vide, et notamment vide de projet. Et une vie sans projet, je suis désolé de vous dire que c'est déjà une vie qu'il faut réinventer très vite. Parce que c'est terrifiant de se dire qu'on s'ennuie. Enfin, moi, de ma vie, je ne me suis jamais ennuyé une seule minute. Et pendant ce confinement, alors ce qui s'est passé, c'est pendant ce confinement. Parce que je veux dire, moi, je pense que tout ce que vous avez dit, je le ressens très fortement dans 15 ans. Mais je dirais beaucoup plus probablement le véritable début du XXIe siècle, 20 ans après sa date officielle, en fait. Si on a un tout petit peu de recul historique, je voudrais juste vous rappeler un truc. 20e siècle, il y avait une révolution, c'était la révolution industrielle. Elle était là. Simplement, il y a une guerre en 14-18 qui a un peu décalé ses effets sur l'économie et sur nos modes de vie, parce que c'est ça qui a fabriqué nos modes de vie d'aujourd'hui. 2000, il y avait déjà une autre révolution, c'était la révolution digitale que vous incarnez, et celle qui arrivait, la révolution écologique, c'est-à-dire la révolution pour essayer de ne pas tout mourir tout de suite en même temps, en gros, par rapport au réchauffement de la planète. Et il y a eu ce Covid, en fait, qui a un peu décalé tout ça, et qui, tout d'un coup, en fait, a accéléré toutes les tendances qui étaient préexistantes avant le Covid. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça a changé énormément de choses. Et effectivement, d'abord l'accélération, évidemment, de toute la digitalisation de nos vies.
Tout à l'heure, je l'ai mis dans ma poche exprès pour l'avoir en main pour parler de ça. Tout à l'heure, je suis allé aux toilettes. C'est ma grande spécialité dans les TGV et je le pose pour pisser et je pars en l'oubliant dans les toilettes. Je l'ai refait tout à l'heure, comme un con. J'ai hystérique. J'ai voulu tuer quelqu'un, quelqu'un a cru que j'étais devenu fou dans le train. Mais on est tous pareils. Ce soir, si vous le perdez, c'est votre vie qui s'arrête. C'est-à-dire qu'avant le numérique, au fond, c'était juste une façon un peu plus sympa et cool de prendre un billet de train. Mais maintenant, aujourd'hui, le digital, pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? En gros, Amazon a remplacé les magasins, Netflix a remplacé les cinémas, Teams et Zoom ont remplacé les salles de réunion, et on est rentré dans cette nouvelle vie avec de l'e-commerce, de la livraison, du click and collect, de la 5G, de la data, l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui nos vies sur lesquelles on ne pourrait même pas concevoir en fait de vivre. Et effectivement, moi j'ai écrit un bouquin pendant cette période parce que j'avais rien à foutre, parce que peut-être comme vous, moi le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur mon canapé, j'ai commencé à regarder Netflix. J'avais un peu de retard sur des séries. Mais très vite, je me suis un peu fait chier parce que je ne me suis quand même pas passé, parce qu'on ne savait pas combien de temps, rappelez-vous, on ne savait pas où on allait, combien de temps ça allait durer. Moi, je flippais quand même un peu, quand même. Parce qu'il faut être très clair, on peut aussi répondre à ma question, qu'est-ce qui s'est passé le 17 mars 2020? C'est le jour où Macron nous a rendus japonais, hein. C'est-à-dire un peuple discipliné, ce que nous n'avions jamais été quand même. Mais c'est aussi parce qu'on est des jetons qu'on a été disciplinés. D'ailleurs, on voit bien comme on n'a plus les jetons maintenant, on n'est plus tout discipliné et qu'on ne met pas le masque. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, du coup, je me suis assis dans mon canapé, j'ai regardé Netflix, et puis à un moment, je me dis, mais il se passe un truc incroyable. C'est une espèce de nouveau monde. Vous savez, les Américains ont baptisé le 21e siècle le siècle du VUCA. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais elle est vachement intéressante. C'est volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Je ne veux pas vous faire le coup de la volatilité des prix de l'essence, des prix de l'énergie, des prix du bitcoin. On parlait crypto-monnaie avec Grégory tout à l'heure. Tout est volatile. On n'a aucune forme de stabilité de rien. Incertitude, à part que le match de Souffleur n'est pas très incertain, ou peut-être, j'en sais rien. En tout cas, la certitude est absolument partout dans nos vies, à un point où si on ne commence pas à s'y habituer, on va très mal vivre dans les années qui viennent. Il n'y a plus aucune forme de stabilité et de certitude de ce qui va arriver ou pas. Complexité et ambiguïté, j'aime bien les notions d'ambiguïté, ce n'est pas moi qui l'ai ajouté au terme VUCA, parce qu'en fait, quand quelque chose est ambigu, je sais que vous avez fait une intervention il y a quelque temps autour du mindset et de l'état d'esprit, mais quand quelque chose est ambigu, en fait, ça a un avantage, c'est que tout dépend du regard qu'on porte sur elle. Et si on a un regard positif sur les choses, bah, ça se passe un peu mieux qu'un regard négatif. Et j'en parlerai après parce que j'ai aussi écrit quelques bouquins sur le thème du mindset et de l'optimisme. Et du coup, si je reviens, j'ai écrit ce bouquin pendant le Covid que j'ai appelé « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Alors, ce n'était pas pour choquer les esprits, mais je vous le dis, j'étais absolument convaincu que tout ce qui nous est passé dans la tête pendant cette période, de voir une planète apaisée, de voir qu'on avait repris le temps de réfléchir à ce qui était le sens de nos vies, dans nos jobs, etc. On oublie immédiatement, dès lors qu'on allait reprendre un café sur les plages du mois de juin ou de juillet 2020. C'est ce qui s'est passé. Et c'est très embêtant parce que pendant ce Covid, pourtant, il s'est passé beaucoup de questionnements sur à peu près tous les sujets. Il y a évidemment, et c'est important que je vous dise ça, non pas pour faire un grand sociologue que je ne suis pas, mais parce que je pense que tout ça a un impact absolument incroyable sur nos clients, sur les entreprises dans lesquelles vous bossez, dans lesquelles vous allez bosser, sur le management, sur les attentes de nos clients, de nos collaborateurs, etc. Il y a eu, je le répète, accélération du digital phénoménale, sous toutes ses formes. Accélération de la data. Aujourd'hui, la data, c'est l'or noir du 21e siècle, c'est ce qui est votre force, parce que vous collectez votre force, c'est la data. Vous avez de la data incroyable sur l'ensemble des entreprises françaises. Mais attention, parce que moi, de plus en plus, je vois que la data commence à être... Même si on manque de codeurs, de très bons techniciens en France et partout dans le monde, ça commence à devenir une commodité pratiquement. Et quand ça devient une commodité, ça ne vous permet plus de vous différencier uniquement. Et moi, j'observe dans les boîtes aujourd'hui, je vous le dis, que la data, c'est pas un acquis, mais ça doit le devenir, comme le numérique. Vous savez, pendant le Covid, juste après le Covid, j'ai été contacté, figurez-vous, par le ministère de l'économie et des finances, qui m'a fait récupérer une partie de mes impôts, ce qui est sympa quand c'est lui qui vous paye, et là pas l'inverse, ça c'était assez sympa. Parce qu'en gros, ils étaient inquiets, nos amis de Bercy, sur la façon dont les TPE françaises, et notamment les artisans, les commerçants, etc., allaient mourir plus vite s'ils ne digitalisaient pas leur activité. Et ils nous ont demandé, puisque j'avais fait pendant 17 ans une émission sur BFM Business tous les week-ends, BFM a été contacté par le ministère pour dire, imaginez une émission qui nous permettrait de faciliter la digitalisation des TPE-PME. Et on a fait un programme qui s'appelle Connecte ta boîte, que vous avez peut-être vu passer sur BFM TV, RMC Découverte et RMC Story, qui était en fait une espèce de mini, c'était un 26 minutes,
qui était un peu un cauchemar en cuisine du numérique. J'étais censé être le Philippe Etchebest sympathique du numérique. Il fallait que je sois bienveillant et pas les engueuler, mais leur dire qu'ils peuvent faire différemment. Je vous dis ça parce qu'effectivement, si on ne fait pas de numérique aujourd'hui, si on ne va pas dans la data, si on ne va pas là-dessus, on accélère juste un peu plus la mort de sa boîte. En revanche, ça ne va pas suffire à se différencier. Et moi, ce que je vois émerger dans les boîtes, ce n'est pas les hard skills, c'est les soft skills. Étonnamment, c'est les qualités d'intuition, d'enthousiasme, de bienveillance, de contagion émotionnelle. C'est assez intéressant parce que toutes ces qualités humaines qui sont aujourd'hui beaucoup plus privilégiées par les DRH dans les boîtes françaises que les qualités techniques, elles viennent rajouter en fait à la tech tout ce qui va faire la différence. Parce que dans une boîte, j'y viendrai après, ce qui fait la différence entre une boîte et une autre, je vous dis un truc, ça fait 40 ans d'expérience, hein, c'est pas la tech, c'est l'état d'esprit des équipes. C'est le seul truc qui est à la fois difficile à fabriquer et incopiable. Et vous savez, moi, quand je rentre dans un avion, je sais tout de suite comment ça va se passer si l'équipe a envie de faire le vol avec moi, en fait. Et c'est intéressant parce que cette émergence très forte de la data, c'est génial, indispensable, et il va falloir ajouter à ça tous les soft skills. Donc, accélération digitale, accélération de la quête de sens. Vous connaissez Simon Sinek? Ouais. Bon. Vous connaissez? Racontez-nous qui il est. Il a écrit The Why, le Why. Ouais, c'est le why en fait, c'est Le comme why. ça qu'on le connaît, quoi. C'est le pourquoi en fait tu fais ce que tu Voilà, fais. il se trouve que j'ai une petite bout de ma vie new-yorkaise, c'est mon voisin de palier à New York, en fait. Et c'est un type qui a écrit un bouquin incroyable, un bouquin, tu vois, on peut faire des trucs avec un bouquin, qui a changé le monde, alors que c'est 3 lettres, hein. Ça a changé votre génération. C'est chacun cherche son why. Sauf que la différence avec le Covid, post-Covid et pré-Covid, c'est qu'avant, c'était un truc de jeunes millennials comme vous. Aujourd'hui, on est tous comme des cons, quel que soit nos âges, à chercher notre why. Mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Parce que ce qui a amené le Covid, c'est que les gens se sont demandé s'ils avaient envie de continuer à mener la même vie, de la même façon, dans les mêmes lieux. À Paris, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, savoir s'ils ont envie de continuer à aller d'est en ouest parisien pour passer leur vie sur des plateaux à la Défense, où la moitié de leurs collègues sont en ligne, en visio avec quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis... C'est des vrais sujets. C'est-à-dire quand on ne sait pas à quoi on sert le matin, ni à qui, ni pourquoi, c'est un vrai sujet. Et ça devient un sujet de management et de création de boîtes qui ne se créent pas sur de la quête de sens aujourd'hui, elles vont un peu moins vite que les autres, accélérées par le Covid. L'accélération de la révolution, de la préoccupation écologique. Ça aussi, c'était un truc qu'on avait le sentiment que seuls les Greta Thunberg du monde étaient sensibles à l'économie. Aujourd'hui, dans les boîtes, si vous ne verdissez pas votre business, la vie va s'en occuper, vos clients vont s'en occuper, vont vous le reprocher. C'est aussi pour ça que Darty devient premier réparateur de France. Les investisseurs vont s'en occuper, parce que les investisseurs eux-mêmes sont sous l'observation et les fonds d'investissement des boîtes selon la façon dont ils intègrent ou pas le respect de la planète et leur approche de la RSE. Donc toutes ces mécaniques ont été largement accélérées par, effectivement, le Covid. Mais au fond, il y en a une quand même, une tendance, qui est vraiment pour moi l'obligation de réinvention permanente, en fait. J'évoquais tout à l'heure, effectivement, Darty qui disait que le succès est une invitation à s'endormir. Quand j'étais à l'Expansion, vous connaissez peut-être le magazine Capital, le magazine papier. Il est arrivé quand j'étais éditeur du magazine, et à l'époque, le rédacteur en chef du magazine était assez content parce qu'on était une boîte qui gagnait beaucoup d'argent. Et il nous a dit on a de la chance, en fait, parce qu'on est en pleine forme, on est riche, on a de l'argent. Et il a eu cette phrase là aussi qui, moi, en tant qu'entrepreneur, m'a beaucoup marqué en disant c'est quand ça va bien qu'il faut changer. C'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a jamais tendance à faire véritablement ça. Et vous savez, quand je vous montrais cet outil-là, très con, qui est un iPhone, je pense que vous vous souvenez de la date de création de l'iPhone? Enfin, la date, l'année en fait. 2007, ouais. On oublie un peu, hein, parce qu'on peut dire 10 ans, 15, 2007. Très jeune et très vieux, finalement, j'en sais rien. Au début, c'était juste un téléphone un peu différent des autres. Rappelez-vous, à l'époque, c'était BlackBerry versus Nokia. Hein, il y avait un BlackBerry avec un clavier. C'était sympa, c'était le début, on avait des machins, etc. Mais c'était juste un téléphone un peu plus beau que les autres. Et rappelez-vous, la vraie rupture, qui nous a appris d'ailleurs à faire ça sur un écran, parce que les gamins maintenant font ça sur la télé, même quand ça ne marche pas encore. Et c'est 1 an après que c'est devenu l'outil suisse de nos vies, en fait. Le couteau suisse de nos vies, quand il a mis de la data, des applications et de l'intelligence. Si vous regardez le marché à l'époque, vous aviez Nokia et BlackBerry. Nokia, c'est intéressant, ils avaient 40 modèles de téléphone. Et lui, il avait, de manière disruptive, abordé ce marché en disant non, il faut un modèle unique avec de l'intelligence dedans. Et justement, Nokia, BlackBerry, tiens, à votre avis, quelles étaient les parts de marché de l'un et l'autre en 2010, 3 ans après? À eux deux, ils avaient combien du marché du téléphone mobile 3 ans après? 60%. À peu près, entre 50 et 60. Aujourd'hui, BlackBerry, bon, ils sont morts. Nokia, on ne sait pas parce que les gens le cachent. Les gens ont un peu honte de leur vieux bousin quand ils le gardent. Mais ce qui est intéressant, en fait,
c'est que c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que c'est Steve Jobs qui a fait ce truc? Parce que regardez, avant de parler, juste un autre exemple. Des boîtes qui meurent. Ça vous paraît très ancien, mais dans les années 80, on faisait du jogging et j'en avais un avec un Walkman Sony jaune waterproof. Vous voyez, c'était un vieux machin avec une cassette dedans, enfin, le truc de dingue. Je l'ai gardé parce qu'il est très collector. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé l'iPod? Je ne sais pas si vous avez dans vos maisons, mon père nous a acheté l'Encyclopédie Universalis. Espèce de truc costaud, illisible, mais bourré d'informations utiles. Elle est morte. Mon père en était malade. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé Wikipédia? PayPal n'a jamais été inventé dans une banque, mais dans la tête d'un entrepreneur. Pourquoi est-ce que Kodak, qui a inventé le premier appareil photo numérique, n'a pas inventé en fait Instagram? Alors, je reviens sur Steve Jobs, parce qu'il avait un truc en lui très différent en matière d'innovation disruptive et que je pense que tout entrepreneur doit avoir en tête. Il a toujours dit un truc, les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. C'est vachement intéressant. Parce qu'effectivement, il y a deux façons de faire de l'innovation. On peut faire de l'innovation incrémentale, c'est tous les jours un peu mieux ce qu'on faisait la veille en écoutant ses clients. Parce que moi, j'ai été éduqué, service compris, c'était, avec 500 000 exemplaires, je le répète, juste pour faire chez Grégory, la Bible du service pendant 15 ans. Je passais ma vie à dire, vendre, c'est se taire. Écoutez, écoutez, écoutez vos clients. C'est génial, il faut le faire. Sauf que vos clients, quand vous leur demandez ce qu'ils veulent, ils disent plus la même chose, plus vite et moins cher. Jamais autre chose. Et c'est con parce que si vous le faites, vous ne perdez pas de terrain face aux autres, mais en fait, vous ne prenez pas d'avance. Or, aujourd'hui, dans la course incroyable à la technologie, à la disruption, à l'innovation, poussée par des start-upers dans tous les sens, si vous ne prenez pas d'avance, vous signez déjà un peu votre arrêt de mort, en fait. Et c'est intéressant parce que moi, quand l'iPad est sorti, tiens, il se trouve que je fais mes 5-6 voyages américains par an, et il sortait cette semaine-là à New York, j'en ai acheté 2 pour 2 potes, et je leur ramène, un mois après, je dis, vous êtes contents de vos iPads? Et ils disent, c'est sympa, mais je ne sais pas quoi en foutre. À l'époque, on ne savait pas. C'était avant que se développe tout l'écosystème, en fait, auquel vous participez largement, des applications et de l'intelligence à travers l'ensemble de ce qui est aujourd'hui la technologie. Et ce qui est marrant, c'est que Steve Jobs, il avait aussi un autre truc extrêmement intéressant, en fait, qu'il a su faire mieux que les autres, je trouve en tout cas. C'est qu'en fait, il a toujours su choisir ses combats, en fait. Parce que, c'est intéressant parce que, enfin, je vais venir après, c'est le 4e point. Le premier point, c'est que c'est toujours beau. C'est toujours beau et c'est un plaisir jouissif à ouvrir. Vous avez remarqué à quel point ouvrir un produit d'Apple est déjà un début de jouissance. Enfin, tout est fait pour une espèce de packaging à la japonaise, etc. Et il a toujours été, au-delà effectivement d'une autre qualité qu'il avait, c'est que, je lisais tout à l'heure un article là-dessus justement, en disant en fait une de ses autres qualités, c'est que quand il a créé en fait, non pas l'iPhone, mais le Macintosh, il voulait faire, à l'époque, rappelez-vous, il y avait de l'informatique, c'était un truc moche chez IBM uniquement pour les pros. Il fallait être un pro pour savoir comprendre et un programmateur. Il voulait faire rentrer l'ordinateur dans les foyers du monde. Et en fait, il avait fait un truc mieux que les autres parce qu'au lieu d'être influencé par tous les ingénieurs avec lesquels il bossait, qui trouvaient l'idée formidable et qui rajoutaient des tas de complications dedans, il dit non, il faut rester le truc le plus simple possible pour que n'importe quel neuneu puisse savoir s'en servir. Du coup, il y avait aussi des forces d'Apple, c'est que c'est toujours beau, c'est toujours intuitif et toujours facile d'usage. N'importe quel naze peut utiliser un produit d'Apple. Et c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup des nazes dans le monde. Non, il faut le savoir. Ensuite, il y a très longtemps eu un coup d'avance. C'est un peu moins vrai parce que comme la tech est chinoise, ils réservent en gros leurs derniers éléments technologiques aux mobiles chinois. Et le dernier truc que j'adore, c'est que c'est toujours cher. Et comme des cons, on adore payer. Non mais c'est terrifiant. Non, c'est plus que le prestige, c'est un lien émotionnel avec la marque. C'est terrifiant quand on a un lien émotionnel avec la marque, mais c'est génial. Et ce qui est marrant, c'est Apple a perdu le leadership en volume sur le marché de la téléphonie dans le monde. Ils l'ont gardé en valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même la première capitalisation boursière du monde et de la tech, parce qu'effectivement, on a parfois un peu honte de dépenser autant d'argent sur un outil de cette nature, mais on a un lien tellement émotionnel et c'est tellement indispensable à nos vies qu'en fait, ça fait le job. Donc quelque part, je le répète, révolution du sens, révolution de la lutte contre l'écologie, la planète, révolution, et puis révolution du service. Parce que ce qui s'est passé quand même pendant cette période difficile, c'est qu'elle a renforcé, en fait, elle a modifié profondément, en fait, la façon, notre exigence de client, en fait. Parce qu'on s'est habitué à des nouveaux services extrêmement puissants. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est intéressant que votre génération dise Deliveroo, machin, Uber, tout ce qui vous facilite la vie, en fait. Et c'est normal, parce que sans eux, aujourd'hui, on n'imaginerait même plus nos vies quotidiennes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous raconter 3 anecdotes. Vous parliez d'Amazon. Un des éléments, à mon avis, les plus marquants de cette période, c'est qu'aujourd'hui,
ça a toujours été le cas avant. La qualité de service ou l'expérience client, c'est une course de fond dont la ligne d'arrivée ne cesse de reculer à mesure que tout le monde s'améliore autour de vous. C'est-à-dire que plus les gens sont bons autour de vous, plus vous avez du mal juste à exister, en fait. Et le vrai drame aujourd'hui, c'est que le référent s'appelle Amazon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette boîte. Je vous raconte 3 anecdotes successives qui me sont arrivées à peu près pendant le confinement. Un jour, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous bossiez à distance chez vous ou pas, mais moi, je m'aperçois qu'il y avait quasiment plus de... On manquait de cartouches d'encre, parce qu'on commandait tous comme des dingues des cartouches d'encre pour bosser à la maison. Je travaillais à l'époque à une boîte qui s'appelle JPG. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais oubliez-les, c'est des gros nazes. Non, écoutez, quand même, il faut virer le président de cette boîte. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Je commande des 3... Je suis allé chez eux parce qu'il en restait 3, donc j'ai pris les 3. Sauf que ces voyous m'envoient une enveloppe dans laquelle il n'y en avait que 2 qui étaient à moitié ouvertes. Je dis, fais chier. Je lui dis, je vais les appeler. Et le mec me dit, je lui dis, bonjour monsieur, je vous appelle, j'ai commandé, et il n'en avait que 2. Vous savez ce qu'il me répond, ce con? Qu'est-ce qu'il me le prouve? Je dis, ben moi, connard. Enfin je n'ai pas dit comme ça, j'ai envie de lui dire. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je dis, c'est très simple, vous allez ou me la rembourser, ou bien vous m'en envoyez une 3e, c'est juste normal. Et bien monsieur, ça va pas être si simple. Vous allez d'abord m'envoyer une attestation sur l'honneur avec une photocopie de votre carte d'identité, on va voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai dit, oubliez JPG, hein, et mettez en prison le président de cette boîte qui est responsable de tout, ce bordel, parce qu'un président est responsable de tout, ça facilite bien les choses. Autre élément, j'achète un écran, j'allais dire un écran plat comme un vieux con, ils sont tous plats depuis 30 ans, chez Amazon. Et il se trouve qu'en le connectant, l'écran était un peu avec un fond vert. Mais c'est quoi ce bordel? Et un de mes potes, mais t'as du mal le connecter, c'est pas la bonne prise. À tous les coups, t'as pas mis une prise HDMI DVI. Bon, il me dit, c'est pas grave, ça coûte pas cher, va chez Darty ou chez la Fnac. J'ai une Fnac pas loin de mon bureau à Paris. Et la partie high-tech est au sous-sol. Il y avait 3 mecs de la Fnac qui papotaient au sous-sol. Et j'arrive un peu guilleré. Salut les mecs, vous avez une prise HDMI DVI? Il me dit, on n'en sait rien. Allez voir au fond, il y en a peut-être. Culture Fnac. Et il n'y en avait pas. Rien, il n'y avait rien. Le panneau était vide. Je repasse devant, je les remercie, hein, je suis quand même bien élevé. Ils me disent de rien, effectivement, de rien. Et ils me disent, allez chez Darty, c'est de nouveaux cousins. Ils sont mariés, Darty et cousins, Fnac et Darty. Le magasin est à 150 mètres. Je vais, 3 mêmes mecs, les vrais cousins, hein, mais 200. Hein. Ils m'envoient au fond du magasin, il n'y avait rien. Je retourne, je les remercie, ils me disent de rien. Je rentre au bureau, il était lundi 15h, abonnement Prime, livraison 4,99 gratuit. Enfin, le prix de la prise, c'était 4,99. Abonnement Prime, commandé à 15h, livré à 18h. Vous avez un vrai problème, là, les mecs. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de service et l'expérience client, c'est uniquement ce genre de choses. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est que dans le B2C le B2B n'existe plus. C'est-à-dire qu'en gros, sachez qu'aujourd'hui, le concept B2B, qualité de service, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens veulent dans leur vie pro et professionnelle la même expérience client qu'ils ont dans leur vie personnelle chez le meilleur de tous leurs fournisseurs. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne compare pas une boîte à une autre qui fait le même métier qu'elle, mais on le compare au meilleur de tous ses fournisseurs et la plus belle de toutes ses expériences. C'est compliqué, hein. Et je revenais sur mon histoire là, de confiance. J'achète une imprimante, encore sur Amazon. Je l'amène, parce qu'il me fallait impérativement un lundi, parce que j'avais un truc pour le mardi matin. La mienne était naze. Je mets les cartouches d'encre livrées avec la machine, sauf qu'il n'y a jamais d'encre dedans, comme vous le savez. Et en plus, ça me le ressort en disant, c'est pas le bon modèle. C'est quand même con, parce que ça venait de la boîte. Et heureusement, j'en avais acheté un jeu neuf. J'essaye, pareil, il me la renvoie. Donc, c'est pas grave, je vais aller peut-être la... En plus, je me suis dit que ce n'était pas le bon modèle, j'ai une grosse merde, je vais essayer de la renvoyer. De toute façon, c'était trop tard pour le lendemain matin. Je retourne sur le site d'Amazon, et au moment où j'allais cliquer sur imprimer l'étiquette de retour, ce qui est une aberration écologique, hein. Pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'on arrête tous de faire ça, si je peux me permettre, parce que si on est un peu soucieux de la planète, on sait qu'elle va être remise elle va être démolie, on continue à détruire la planète avec ce confort dans lequel on vit tous, hein. Je parle de la génération des jeunes qui n'arrêtent pas de crier, on bousille la planète, mais je continue de le faire comme nous tous. Je vais essayer de leur envoyer, mais au moment où j'appuie, le téléphone sonne, un numéro anglais, 44, quelqu'un en français qui me dit « Bonjour Monsieur Bloch, je vois que vous avez un problème avec votre imprimante, est-ce que vous voulez qu'on vous aide ?» Je dis ben, « Vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est une saloperie, je vais la rendre demain à la poste. » Non, non, mais si vous voulez, on peut vous organiser un rendez-vous avec HP la semaine prochaine. Écoutez, non, je vous confirme, c'est une merde, je vais la remplacer, je l'amène à la poste. Le lendemain, j'amène à la poste avec mon scooter, le truc, et je reviens sur une idée de la confiance. Dès que je suis sorti, j'avais un message. Dès que je suis sorti, hein, j'aurais pu mettre dedans une bombe ou du papier ou du carton. Il y avait un message, nous venons de vous rembourser 249,99 € sur votre carte American Express pour le remboursement. Vous voyez, là, vous avez la véritable problématique aujourd'hui de l'expérience client. C'est que les nouveaux standards, B2B, B2C, sont ceux des meilleurs. Et avec une autre chose qui est en train de se passer et que vos clients doivent bien avoir en tête, vous savez, moi, ça fait longtemps que je bosse, j'ai jamais vu
un thème émergé de manière aussi inquiétante que celui de l'inflation depuis quelques mois, dans l'esprit des clients et des Français. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de paralysie et de peur, panique de cette inflation galopante sur nos vies quotidiennes, etc. Ça pose un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise, en fait, son concurrent, ce n'est pas celui qui fait le même métier, c'est toute occasion de dépenser mon argent. Et vous savez, quand vous avez sans doute des constructeurs automobiles, ou pas des constructeurs automobiles, mais des concessionnaires dans votre réseau, aujourd'hui, pour moi, le concurrent d'un concessionnaire automobile, c'est pas Renault versus Peugeot, c'est le constructeur de piscines. Parce que dans une famille française aujourd'hui, dans les mois qui viennent, ils n'auront pas les moyens de réaliser leurs deux rêves à la fois, de changer de voiture et de faire une piscine. Et vous allez dans des concessionnaires automobiles, et ça c'est statistique, hein, dans 25% des cas, vous repartez sans qu'il ne se soit rien passé du tout. En gros, vous êtes rentré dans la concession, personne ne vous a rien demandé, vous êtes ressorti sans même visiter ou toucher une voiture. Ça, ce sont des enjeux qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la concurrence se durcit, l'inflation tétanise, la concurrence devient tellement dingue qu'on doit devenir absolument meilleur sur l'ensemble des services. Et c'est peut-être pas pour rien qu'Amazon a cette force. Vous savez, il y a chez Amazon, je ne sais pas si vous le savez, une tradition. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a une d'ailleurs, si je reviens sur Darty qui me dit « le succès est une invitation à s'endormir ». Vous savez, Darty, plutôt Amazon, pardon, il a déménagé plusieurs fois, Jeff Bezos, au cours de sa carrière. Aujourd'hui, c'est 1 600 000 salariés. Il a toujours mis le même nom d'immeuble dans son immeuble, qui était Day One, le jour 1. Juste pour rappeler aux gens que tous les jours, en fait, c'est le jour 1 qui nécessite qu'on réinvente un petit peu la roue à chaque fois. Et il n'y a jamais une réunion d'Amazon qui se tienne sans qu'il y ait toujours une chaise de plus que le nombre de participants. Il y a 8 personnes, il y a 9 chaises. C'est intéressant. Vous savez pourquoi? C'est la chaise du client, à qui on demande ce qu'il pense de la décision qu'on va prendre pour savoir si on la prend dans le sens de notre confort à nous ou dans le sens du confort du client. C'est quand même bizarre comme truc, hein. Mais j'y viendrai après, c'est un vrai sujet, parce que l'un des enjeux numéro 1, et je terminerai sur la partie service, c'est de simplifier la vie d'un client aujourd'hui. Mais c'est un vrai bordel, parce que simplifier la vie de quelqu'un, ça revient toujours à se compliquer la sienne. Et ça, c'est un truc auquel on n'est pas ni habitué, ni on n'a pas très envie. Donc voilà un peu le contexte, compliqué, Covid, post-Covid, ça va s'accélérer, c'est compliqué, les mois qui viennent vont être extrêmement compliqués. Et c'est intéressant parce que j'aimerais justement, par rapport à ce contexte difficile, qui est difficile, hein, je vous assure qu'en ce moment, moi je sens bien beaucoup de tension dans tous les milieux économiques que je croise, dans toutes les réunions, toutes les conventions auxquelles je participe, il se passe vraiment quelque chose de dur, on rentre dans le dur pendant quelques temps là. Et le mindset, pour moi, va devenir un enjeu énorme et va faire partie de l'expérience client. Je m'explique. On est un pays, je disais qu'on est un pays déprimé. Enfin, vous savez que c'est vrai quand même, hein, c'est objectivement vrai. Et alors ça s'améliore, c'est plutôt bien, parce que je ne sais pas si vous le savez, on a été historiquement, pendant 20 ans, le premier consommateur d'antidépresseurs. On est maintenant numéro 2, donc ça va mieux. Mais enfin, c'est quand même beaucoup d'antidépresseurs. Vous voyez, quand même numéro 2, ça en consomme beaucoup quand même. Et moi, il m'est arrivé un truc, je ne pensais jamais que l'optimisme, ou que de parler positivement, pouvait devenir une arme marketing. Et j'aimerais vous en parler, parce qu'aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Et je vais vous dire pourquoi. En 2013, je remonte le temps, c'était après le moment peut-être où Grégory, tu as lancé ta boîte, 2010 donc, ici, c'était... Non, plus que pro, on l'a lancé en 2014, 2014. donc quelques mois avant, un soir je m'endors en regardant la télé et j'entends un philosophe dire une phrase qui m'avait marqué parce que je trouve qu'elle est malheureusement d'actualité en ce moment. Il disait en fait, la France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé, ce que je trouve qui est dramatiquement vrai. Et puis un jour, je suis à La Défense, où il y a beaucoup de sièges sociaux d'entreprise, pour préparer une convention d'entreprise où je vais faire intervenir. Et je suis dans l'ascenseur, il est 9h du matin, on est une dizaine. Et j'étais frappé parce que j'allais au dernier étage, souvent les présidents habitent au dernier étage, et dès que quelqu'un quittait l'ascenseur, c'était à peu près à chaque étage, ils se souhaitaient tous mutuellement bon courage. Et je me suis dit, je la sens pas la boîte, il y a une ambiance de merde, enfin je ne sentais pas pourquoi ils disaient bon courage. Je fais mon rendez-vous, je repars par le même ascenseur, ce n'était pas les mêmes, ils se souhaitaient tous bon courage. Donc je me dis, c'est une culture d'entreprise. Bon. L'après-midi, j'allais à Marseille en avion, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le TGV en 3 heures, et j'aime bien, quand je prends l'avion, m'enregistrer rapidement pour être au premier rang, pour me barrer plus vite. J'étais au premier rang. Le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. C'est con, mais on a été un peu inquiets. On s'est dit, mais pourquoi il lui dit ça? Et là, je vais à Marseille, je prends un taxi, et en guise de bonne journée, le mec me souhaite bon courage. Ça vous parle, vous, ou pas? Mais on est un pays de dingue, quand même, non? Mais est-ce que vous avez déjà interrogé les uns les autres? Vous entendez 15 fois par jour bon courage? Ça induit que tout va être un effort. Mais non, mais c'est juste que personne ne sait ce qu'est le courage, parce que le courage, c'est quand même un truc qui est fait... C'est un soft skill, une qualité humaine pour affronter l'adversité.
Donc vous dites à quelqu'un que vous aimez le matin, bon courage, tu as raison, c'est Coco, tu vas en chier quand même, il faut l'avoir en tête. Non mais c'est-à-dire que vous dites à un client, là je parle à l'ensemble des entrepreneurs qui nous écoutent, qu'ils soient maçons, artisans, plombiers, chauffeurs de taxi, vous dites bon courage à quelqu'un, c'est la vie est dure, quoi. Ok, elle est dure, mais en fait pas peine de lui rappeler non plus tous les 4 matins. Et on est un pays qui s'est habitué à ce que tout est adversité et que ça encourage les gens. Alors quand on me dit oui c'est mignon, moi je trouve ça con, pour tout vous dire, parce que ça encourage un truc majeur, et je pense que c'est une arme marketing aujourd'hui, c'est la contagion émotionnelle du langage. Et si vous êtes une boîte ou un groupe qui parle positif, puisque vous êtes des fanats des réseaux sociaux, je vais vous dire un truc, je déteste Facebook parce qu'ils n'ont aucune éthique. Je m'en sers parce que c'est indispensable, il faut bien, mais c'est une boîte que je n'aime pas. Voilà. Ils adorent faire des trucs pas très éthiques. Ils ont fait un truc intéressant quand même, pas éthique, mais intéressant. Ils ont pris 700 000 comptes de Facebook il y a quelques temps, 4-5 ans, sans rien dire à personne. Et ils ont modifié avec tous les instruments d'algorithmes, de programmation linguistique, etc., ce que nous écrivons, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, parce qu'ils modifient juste la sensibilité des mots. C'est-à-dire, je pars en week-end ou je me réjouis de partir en week-end. Vous n'avez pas vu la différence, vous. Sauf que le mec qui a dit je me réjouis de partir, vous avez mis un mot de jouissance dans sa tête. Du coup, les posts qu'ils ont analysés ensuite étaient tous plus positifs que ceux où on disait je pars en week-end avec ma belle-mère. Vous voyez, c'est complètement un autre type de week-end. Et c'est intéressant parce que la contagion émotionnelle, pour moi, c'est une arme marketing aujourd'hui au service de l'expérience client, en fait. Il y a des phrases qu'il faut... Il y a des questions qu'il faut éviter de poser, par exemple. La question « Comment ça va le matin au bureau ?» Complètement con. Tout le monde s'en fout complètement. Enfin, les gens sont déjà partis avant que vous ayez plus le temps de répondre. Et vous courez un vrai risque en France. Début de semaine, le gars vous dit comme un lundi. Vous êtes à moins 20% de l'objectif. C'est vrai, hein? Quand celui qui a fait la teuf pour fêter la victoire de France dimanche soir dit « Tu sais, moi, vivement soir qu'on se couche. » Donc là, on est à moins 40% de l'objectif commercial. Et le plus vieux qui dit « Tu sais, moi, vivement la retraite. » On passe à moins 60% de l'objectif. Non, ça crée une ambiance. Il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Des questions débiles. L'autre jour, j'étais chez des experts comptables. Je vois un expert comptable sortir qui voit un client et il dit « Vous allez bien ?» La question conne. Et l'autre lui dit « Je fais aller. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Non mais faire aller, c'est l'expression inventée par un déprimé quand même. Enfin, il y a des mots qui dépriment. Il y a des boîtes où on se déprime collectivement. Un jour, quelqu'un m'a dit sur ce thème de l'optimisme, c'est marrant, la boîte que j'ai quittée parce que je ne la supportais plus, on avait une tradition que je détestais. Je dis, ah bon, c'était quoi? Il me dit, ben, on avait un truc qu'on avait l'habitude de faire. Chaque mercredi à midi, on avait la même tradition. On célébrait la bascule. Mercredi midi, vous voyez? On tient le bon bout, c'est bientôt la fin, le week-end, on approche du week-end. Je vous jure, et vous savez, vous souriez, mais ce qui m'étonne chaque fois, c'est quand je raconte cette histoire, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais nous aussi on le faisait. Non, non, ça arrive, hein, dans les boîtes. Mais pense, alors du coup, effectivement, j'en ai fait un bouquin, ça aussi, que j'ai appelé « Ne me dites plus jamais bon courage », qui est sous-titré « Lexique antidéprime à usage immédiat des Français ». Si je pouvais partir de cette soirée en vous ayant convaincu d'abandonner juste 4-5 phrases, celle-là, comment ça va le matin, vous savez, quand les gens sont déprimés, ça se voit tout seul. Vous en occupez tout seul sans même leur demander, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Vous utilisez votre soft skill et puis déplacez-vous d'un bureau à un autre, ne l'appelez pas. Je dis ça parce qu'on vit dans un monde de dingue. Maintenant, tu vas me dire peut-être que mon appartement est trop grand face à l'avenue Hoche, mais maintenant mon épouse m'appelle au téléphone quand elle est de sa chambre et moi dans mon bureau. Je dis n'importe quoi quand même. Je dis, arrête de m'appeler, pourquoi tu m'appelles? Elle n'avait pas envie de se lever parce qu'il faisait froid. Non mais on marche sur la tête. Retrouver le sens de l'humain en allant d'un bureau à un autre sans passer par le truc. Enfin, c'est aussi ça demain de remettre un peu d'humanité dans le business. Enfin, c'est énorme, je sais, mais puis je chauffe pas. Oui, c'est que la chambre. Non, mais elle m'a fait le coup 3 fois récemment. Moi, je bosse très tard, elle est dans la chambre, elle m'appelle. Enfin, appelle-moi, j'arrive, quoi, en fait, truc de dingue. Non, mais quelqu'un l'autre jour me disait qu'on manquait d'humanité dans les boîtes. J'ai dit, mais si on commençait par aller revoir les gens dans leur bureau plutôt que de leur rappeler quand ils sont à 2 mètres, c'est peut-être débile, mais croyez-moi, il y a des points fondamentaux sur lesquels il est temps qu'on se repose quand même un peu la question. Donc, d'autres questions. Alors oui, donc il y a ça. Alors, regardez, quelques phrases. Moi, j'ai écrit pendant 10 ans une chronique tous les week-ends dans le magazine L'Entreprise, qui était l'expansion des PME, qui est d'ailleurs mort aussi, donc je pense que je porte la chkoumoun à la presse française, puisqu'il meurt chaque fois que je les approche. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'avais pas de sujet un jour, parce qu'avoir tous les mois un sujet de chronique et d'édito, c'est pas très facile, il faut être un peu créatif. Et je prends souvent de TGV, comme ce soir, je vais rentrer tout à l'heure, et il y a souvent, vous savez, dans le Club 4, les mecs qui hurlent dès 6 h du matin, là, je déteste le Club 4. Et ils m'ont donné mon sujet parce que dès que l'un disait un truc, l'autre lui répondait « oui, mais le problème, c'est que… » C'est insupportable. Les gens qui vous disent, et là je parle à tous ceux qui nous écoutent, qui un jour rêvent d'être entrepreneurs, n'écoutez jamais les connards qui vous disent « ça ne marchera jamais ».
C'est insupportable. Le nombre de gens qui brisent les rêves de gens qui ont des rêves. C'est dingue. D'ailleurs, entre nous, je veux dire un truc, on sait tous qu'il y a des gens toxiques. Moi, je pense maintenant qu'il faut les éliminer, en fait. Alors, non, mais j'entends pas physiquement. Mais je pense que pourquoi pas y réfléchir, parce que ce sont quand même des tueurs de rêves, de projets et de tas de choses. C'est filmé, hein, c'est une incitation au meurtre. Mais je m'en fous, et je n'en élimine que sur mon téléphone. C'est-à-dire que c'est vrai que professionnellement, c'est parfois compliqué d'éliminer les connards. Hein, on en a tous. À titre perso, c'est pas difficile. Je veux dire un truc, moi j'ai quelqu'un dans ma famille, mais que j'adore, hein, qui est extrêmement proche. J'en suis à un point où j'ai enlevé son téléphone et tout, parce que chaque fois que je voyais son... Comme maintenant, il y a les noms, les machins, enfin maintenant, depuis toujours, je dis merde, elle m'appelle. C'est comme ça, quelqu'un qu'on aime, on se dit merde, elle m'appelle. Je sais qu'elle va encore me dire qu'il y a un nouveau virus du Zimbabwe qui va pas... Elle chasse le virus, enfin c'est insupportable, elle est contente quand il y a un nouveau virus. C'est terrifiant. Donc il faut éliminer comme ça, petit à petit, les gens qui... Parce que qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Ils vous disent cette chose merveilleuse, c'était mieux avant. Pardonnez-moi, mais quel manque de recul historique. Ok, là, on vient de se taper quand même. Ça fait 60 ans qu'il n'y a pas eu de pandémie en Occident et de guerre, on a eu les deux en même temps. Pas rigolo. Mais enfin, ça ne fait que 2 ans pour le moment. Si vous remettez ça à l'échelle de l'histoire, c'est moi, quand les gens me disent c'était mieux avant, je leur offre un bouquin sur l'histoire du XXe siècle et je les invite à se concentrer sur les 45 premières années. Ça calme bien les mecs. Parce que c'était pas rigolo du tout. Il y a eu les 2 guerres, il y a eu entre les 2 guerres le fascisme montant, c'était pas rigolo du tout. Vous savez qu'on a gagné 2 décennies d'espérance de vie en 1 siècle. Là, on vient de reperdre 5 mois avec le Covid. C'est con, mais ça va redémarrer, j'espère. Vous connaissez l'espérance de vie d'un Français en 1700, un homme français en 1700. Quelle était son espérance? Non, elle était de 30 ans. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour qu'on soit là, les gars. À 30 ans, vous vous rendez compte? Il y avait l'autre jour un dessin humoristique dans le New York Times sur ce thème de C'était mieux avant, avec un couple dans la préhistoire, à moitié à poil dans leur grotte, et le type dit à sa femme, tu vois, je ne comprends pas. On fait du sport, on mange bio, il n'y a pas de diesel et on meurt à 20 ans. Bah oui, c'était la préhistoire, Coco. Nous, ça va beaucoup mieux. On a un petit pépin, IRM, carte vitale, on revient très vite en bonne forme. Non, mais le monde est plutôt sympa, quoi. Donc, éliminer contre ces trucs-là. Les gens aussi, c'est marrant, quand j'ai fait, puisque tu parlais tout à l'heure de mindset américain, quand j'ai fait ma copie aux États-Unis, un de mes copains qui connaissait mieux l'Amérique que moi à l'époque, mais tu sais, c'est marrant, l'Américain, tu vas peut-être t'en apercevoir, mais on a un peu l'impression qu'il se lève le matin en disant pourvu qu'il m'arrive quelque chose. Mais au sens positif. Et je vous assure que moi, quand j'ai passé 2 ans là-bas, j'ai eu le sentiment de rentrer dans un pays qui dit pourvu qu'il ne m'arrive rien, en fait. C'est terrible. Vous savez comment on dit en anglais? Vous êtes tous bilingues. Comment on dit prendre un risque en anglais? Take a chance. Eh bien, c'est pas pareil, les mecs. Les gars. C'est pas pareil, take a chance et prendre un risque. Ça n'a rien à voir. Ceux qui vous disent aussi, alors ça, c'est un truc merveilleux, surtout tellement con en 2022, avec l'ensemble de la capacité à développer une boîte qui va exploser dans les années qui viennent à partir d'un seul téléphone portable. On a toujours fait comme ça. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors c'est compliqué de convaincre les gens que c'est con, mais j'ai juste une blagounette que quelqu'un m'a donnée l'autre jour qui est un banquier luxembourgeois qui avait de l'humour. Donc on peut être à la fois banquier luxembourgeois et avoir de l'humour. Et le gars, il explique que, vous connaissez Thanksgiving, qui est une fête familiale importante qui vient d'arriver il y a 15 jours aux États-Unis, où la dinde joue un rôle crucial, même si elle morfle un peu ce soir-là. Elle est dans le four, et c'est un couple, une famille, et donc la femme dit à son mari, ressors là parce que je n'ai pas eu le temps de terminer un truc important. Elle dit, mais c'est quoi? Et elle commence à couper l'arrière de la dinde, vous voyez? C'est quand même bizarre, sans qu'il y ait du sens véritablement. Donc il s'engueule un peu, il y a la tension du dîner, il dit mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement crétin. Il dit mais non, je t'assure, c'est important, mais elle n'a pas d'autre explication que de lui dire en fait, maman a toujours fait comme ça. Bon, d'accord, on va appeler ta mère, ça va m'énerver toute la soirée, ta dinde. Donc la fille appelle la mère, pardon, et dit salut maman, je t'appelle parce que je suis en train de faire la dinde comme je faisais chaque année. Mais John, je ne comprends pas pourquoi. Il dit bah, écoute, je ne sais pas, mais je suis c'est parce que je suis en train de faire la même, c'est important. Il dit mais tu sais pourquoi? Mais non, mais en fait, ta grand-mère a toujours fait comme ça, en fait. Donc la mère appelle la grand-mère, qui dit à sa fille, mais oui chérie, tu peux pas t'en souvenir, mais à l'époque on avait un tout petit four, la dinde ne rentrait pas dedans, donc j'ai pris l'habitude de la couper pour la pousser dans le four. Elle est conne ma blagounette, mais je trouve qu'elle est efficace. Parce que c'est aussi con aujourd'hui de dire on a toujours fait comme ça, alors qu'il faut réinventer en fait l'ensemble des process dans les boîtes et de s'appuyer sur des choses qui finalement, c'est refaire toujours les mêmes choses qui ne marchent pas, ça n'a pas grand intérêt. Et le dernier sujet pour terminer sur ce thème de la langage, contagion émotionnelle, vous serez sans doute surpris que je parle de ça dans une intervention sur le client. J'ai une conviction absolue que dans les mois dans lesquels nous rentrons, et ce n'est pas uniquement maintenant, les gens auront envie de se remonter le moral auprès de gens joyeux, optimistes, souriants,
dans un monde qui ne va pas l'être beaucoup dans les quelques semaines et mois qui viennent. Et bien, ça fait une vraie différence d'efficacité commerciale. Et si en plus vous pouviez quitter cette soirée en arrêtant de dire petit tout le temps, on aurait gagné la guerre ensemble. Ça me ferait très plaisir. Parce que je ne supporte pas pourquoi la France est à ce point un pays qui rêve petit, pense petit, parle petit toute la journée. C'est hallucinant. Hein. Je vous demande demain, dans la journée, vous notez le nombre de fois où vous avez dit petit quelque chose. Bon, déjà, non mais demain matin. Alors c'est par étapes. Hein. Le petit déjeuner, bon là je dis rien, on va pas tout changer. Le petit croissant, tiens. Moi, mon épouse, elle était ma girlfriend quand elle était américaine. Elle traverse l'Atlantique, c'est devenu ma petite amie. Quand même, concept, c'est bizarre. Elle rapetisse en traversant l'Atlantique. Non mais pourquoi petite amie? Vous avez déjà réfléchi pourquoi petite amie? Enfin, les gens me disent c'est quand ça dure pas longtemps. Bon, c'est possible, mais quand même bizarre. À qui j'ai fait ce matin un petit bisou avant de partir ou un petit câlin parce qu'il faisait froid. Non mais c'est comme ça. Effectivement, tu as raison. On arrive au bureau le matin parce qu'en ce moment là, ça quand même, on voit bien que la météo a changé là. Donc je suis sûr qu'en ce moment vous arrivez, premier truc, me faire un petit café, je la sens pas moi la journée. C'est le début de la journée. Et puis Grégory, tu as eu mon petit mail que je t'ai adressé hier avec les 450 pièces jointes et les 12 destinataires. Et tu m'as dit, mais je t'ai fait un petit texto, puis tu as eu mon petit message, etc. Ben, c'est un truc de dingue. Dans les boîtes qui célèbrent la bascule, vous voyez, mercredi à midi, je suis sûr qu'ils font des petites réunions en petit comité avec le petit chef. C'est un vrai concept, le petit chef aussi en France. Mais c'est dingue, hein. C'est-à-dire, moi je suis embêté de quitter Strasbourg ce soir parce qu'il y a quand même des petits restos sympas ici. Non, mais c'est vrai, j'en connais un qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays, c'est formidable. Enfin, je suis tellement content qu'on paye maintenant sans contact. Il n'y a plus le couillon qui me fait faire une petite signature. Je ne la supportais plus, la petite signature. Chaque fois, je dis, mais pourquoi vous pas la faire grande? Mais oui, tu es très con, tu as raison, tu es très con. C'est absolument fou. Chez Columbus Café, j'étais un petit patron qui offrait des petits boulots, moi. Vachement séduisant comme perspective. D'abord, pourquoi petit patron? Parce que je ne suis pas encore au CAC 40. Enfin, ça veut dire quoi ce bordel? Petit boulot, tiens, quel mépris, pardonnez-moi. C'est quand Macron s'est fait insulter parce qu'il disait qu'il suffisait de traverser le boulevard Montparnasse pour trouver un job. Rappelez-vous de cet épisode. Comment la restauration a réagi, les professionnels de la restauration? Si on arrêtait de parler de petits boulots, on aurait moins de mal à recruter des gens de talent pour le faire. Ben, il a raison. Alors c'est vrai qu'en France, il y a les grandes vacances, qui est un sacré concept. Hein. Nous sommes même les leaders mondiaux de la grande vacances. Moi j'adore, hein, je n'ai pas de problème. Mais j'ai un vrai sujet avec l'adjectif petit. D'abord parce que pour quelqu'un, vendre à un client quelque chose de petit, ça le dévalorise. Je veux donner un petit truc. Non, vous savez, il y a des formations commerciales où on apprend aux gens à ne pas dire petit parce que ça dévalorise le produit qu'on leur vend. Mais je veux dire, c'est le moins grave encore que de briser ses rêves, en fait. Parce que moi, ma conviction, j'évoquais tout à l'heure David Douillet avec Grégory. Moi, j'ai écouté souvent David Douillet qui intervenait quand il est devenu champion olympique, champion du monde, etc. Et les gens lui demandaient comment vous avez fait pour devenir champion olympique et champion du monde. Et il aimait répondre en général, parce que je l'avais décidé. C'est quand même très con, hein. Et il disait que s'il avait décidé, comme tous ses copains, de devenir champion du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin, il allait arrêter le judo très vite, parce qu'il avait les mêmes faiblesses que ses petits copains, mais le rêve était insuffisant à l'égard de l'ensemble des projets qu'il allait rencontrer. C'est la vie des entrepreneurs. Et si je peux me permettre juste quelques instants sur ma vie d'entrepreneur, parce que j'en ai eu aussi une, elle a créé finalement, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Columbus Café, qui aujourd'hui existe avec 300 cafés, mais aujourd'hui, il y en aurait 2,5 si je n'avais pas eu un grand rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est battu dans une adversité totale et permanente pendant 10 ans, avant qu'on ait un concept développable et franchisable, et sur une idée très simple, mais avec ce rêve intense qui a permis de sauter tous les obstacles. C'était le seul, sinon on était mort. En gros, ça démarre en 93, donc encore plus ancienne, sur Columbus Avenue à Manhattan, qui est une avenue dans l'Upper West Side, très chouette, près du Metropolitan Opera. Et je passe devant un petit café, en l'occurrence, qui n'était pas Starbucks, tout le monde connaît Starbucks aujourd'hui, mais Starbucks, vous ne savez peut-être pas ça, mais combien y avait-il de Starbucks dans le monde, c'est-à-dire uniquement en Californie, en 93? Aujourd'hui, je vous dis, il y en a 32 000. Mais en 93, il y a donc maintenant 30 ans. 30 ans ou moins? 30 ans, ouais, 30 ans. 200. Donc on dit leader mondial. À l'époque, il y en avait 200. C'était même, le concept n'existait même pas encore à New York. Et à New York, il y avait un mec qui avait créé une copie qui s'appelait Cooper's Coffee. Je passe devant et je passe un bon moment dans un lieu sympa, avec des gens adorables, avec des produits gourmands à me faire plaisir. Et là, je me dis, il se passe un truc. À l'époque, les cafés français, et c'est ça la force de votre concept de plus que pro, c'est que les pros résistent, mais les mauvais meurent. Vous ne savez pas non plus qu'il y avait 500 000 cafés en France en 1900. 500 000 cafés en France en 1900. Il en reste 32 000. Quand même dingue, ils sont tous morts. Tous les ringards, les vrais ringards sont morts. Et à l'époque, ils mouraient les uns après les autres, et personne n'avait disrupté le marché des cafés.
puisque c'était nous. Et du coup, je me suis dit, on va faire un Starbucks avant Starbucks. Sauf que j'avais oublié que c'était pas mon métier, que c'était compliqué. Ça a l'air simple, hein, de créer une chaîne de cappuccino, de machin, mais c'est vachement compliqué. Et je rentre à Paris hyper excité, rencontrer mon ami et associé de l'époque, qui d'ailleurs n'est plus ni mon ami ni mon associé, et à qui j'ai expliqué qu'on allait ensemble créer la première chaîne française d'espresso bar. Et je dis bien la première chaîne française d'espresso bar, parce que pour moi, c'était la condition sine qua non pour m'en sortir, parce que je savais que si je rentrais dans ce projet de fou sans rien y comprendre, j'avais intérêt à foutre une putain d'ambition là-dedans. 94, on ouvre 2 magasins, erreur majeure, parce qu'on ne connaissait pas ce métier, et j'ai été victime de toutes ces erreurs de jeunesse qu'on fait tous quand on approche un métier nouveau, à Paris et Lille, parce qu'il y avait une opportunité à Lille du centre commercial Euralille qui ouvrait à ce moment-là, et à Paris, parce qu'on avait un très très bel endroit dans un très beau passage magnifique, art nouveau, qui se rénovait. Et au bout d'1 an, c'est un échec absolu, mais total. On avait bien, certes, quelques clients qui nous aimaient, mais enfin largement pas de quoi. Et en plus, j'avais eu, c'est drôle parce qu'on est à Strasbourg, et j'avais invité le soir de l'ouverture du premier magasin à Paris, le patron de McDonald's France, qui était un Américain à l'époque, qui était arrivé dans ce Treasury, mais ça ne marchera jamais. Hein. Très sympa pour le premier soir, en fait. Et bien non, je ne te dis pas que ça ne marchera pas, mais je ne suis pas sûr que tu vas tenir assez longtemps avant que ça marche. Et là, il m'explique le chiffre qui tue, et il me dit, tu sais sans doute pas que nous, chez McDo, on est arrivé à Strasbourg en 79, c'est quasiment le premier restaurant, et on a investi 600 millions d'euros avant d'être rentable et de créer la véritable chaîne qui est de 600. Il me dit, je pense que tu n'auras pas les moyens, je te confirme. Donc effectivement, j'avais un peu omis que créer une marque sur un métier de grande consommation de cette nature est un petit peu difficile. Et au fond, on a fait 3 erreurs. La première, elle est intéressante pour tous ceux qui entreprennent et qui veulent disrupter un marché. C'est qu'à mes yeux, l'un des éléments clés du succès ou de l'échec en matière de nouveaux concepts, c'est le timing. C'est en gros, trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Vous savez, aujourd'hui, demain matin ou ce soir, ou demain matin, parce que ce soir, on vend moins de cappuccino le soir, mais vous mettez Gare de Lyon ou Gare de l'Est le matin, vous avez 500 personnes devant leur file d'attente, mais en 2093, quand j'ai expliqué aux Français qu'on allait bouger avec son café en main, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que vous n'étiez pas né, mais c'était une rupture sociétale absolument incroyable. Tout le monde m'a dit, personne ne se trimbalera jamais avec un café. Regardez aujourd'hui à quel point c'est devenu totalement culturel, normal, etc. Donc le timing, en matière d'innovation, le timing est un élément clé. Deuxième erreur, vous avez beaucoup de commerçants parmi les, je ne sais pas si on dit adhérents, membres ou clients de Plus que Pro. On dit quoi d'ailleurs? Adhérents. L'emplacement. Retail, c'est l'emplacement. Location, location, location. La qualité de l'emplacement est absolument clé. Et comme un con, au lieu de mettre de l'argent dans un très bon emplacement et de faire peu de travaux, j'ai fait beaucoup de travaux dans un emplacement merdique dans lequel il ne passait jamais personne. Alors ça pose un vrai problème, c'est que du coup vos fondamentaux ne sont pas très bons. Pas très grave, j'ai appris. Troisième erreur, je pensais que les gros étaient lents. Les Paul le Boulanger, les Brioche Dorée, je pensais qu'ils verraient quand même ce qui se passait aux États-Unis, cette espèce de mouvement qui montait, d'une nouvelle façon de faire de la viennoiserie du café. Mais ils n'ont rien vu parce que les gros sont lents. Les gros sont lents. Ça a mis 10 ans avant qu'ils intègrent, et ils ne savent toujours pas faire un bon café latte dans leur offre. Donc, résultat des courses, on aurait dû mourir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que si je rejoins un peu, non pas la quête de sens, mais vous savez, aujourd'hui, la grande tendance des boîtes, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Ce que j'évoquais, c'est Simon Sinek, en fait. Pas au niveau perso, mais au niveau collectif dans une entreprise. À quoi on sert ensemble le matin? Ça s'appelle la raison d'être, en fait. Et la plupart des boîtes, aujourd'hui, passent des... Je ne vais pas prendre McKinsey comme exemple parce qu'ils viennent d'être perquisitionnés aujourd'hui par la justice à cause de tous les conseils qu'ils ont portés au gouvernement. Mais le nombre de boîtes qui demandent à McKinsey aujourd'hui d'aller trouver la quête de sens de la boîte et d'écrire la raison d'être de la boîte, ça coûte 1 million d'euros avec McKinsey. Mais le meilleur moyen, c'est quand elle émerge naturellement d'une envie collective dans une boîte et que vous arrivez à quelques mots simples qui font que n'importe quel abruti dans la boîte ou endormi peut s'approprier le truc. Je ne dis pas abruti, c'est une notion péjorative. Mais j'entends par là que dans une entreprise, vous avez tout type de formation, de niveau d'éducation, etc. Et une raison d'être, elle doit être partagée intuitivement, comme de manière un peu tripale, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a créé Columbus, moi, je leur avais dit au premier jour, et d'ailleurs, demain soir, je suis à Orléans, et je vais retrouver Aristide Ntonga, qui était à l'époque équipier chez McDo, et qui a été notre premier collaborateur, notre premier barista, et qui a ensuite été le patron des opérations dans la boîte. Et en fait, je leur avais dit, je me souviens encore quand j'ai vu Aristide qui est arrivé, j'ai dit, ce qu'on va faire ensemble, c'est que notre mission, alors je n'avais pas ça à raison d'être, ça ne s'appelait pas raison d'être à l'époque.
c'est qu'on va bien sûr vendre des cappuccinos, des cafés latte, des muffins, etc. Mais on va faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Je marque une pause parce que je vous assure que c'est compréhensible par tout le monde. Et quand en plus on leur dit, je vous laisse toute liberté en faisant appel à votre bon sens pour réaliser cette ambition, bah ça change le monde. Parce que tout d'un coup, un job de barista payé au SMIC, répétitif, compliqué, bah c'est vachement difficile quand on n'a pas à quoi je sers le matin. Bah quand déjà tu remontes le moral de 40 mecs qui avaient des emmerdements, qui s'interrogent sur la fin de mois et qu'en plus ils vont un peu mieux en partant, tout d'un coup ça donne un peu de sens au job. Et du coup, effectivement, moi j'ai appris, et je terminerai sur Columbus là-dessus, mais j'ai appris en fait les 3 trucs pour tous ceux d'entre vous qui ont envie de créer un jour une entreprise. Il y a plein de leçons à retenir de n'importe quelle expérience d'entrepreneur, mais moi ce qui m'a le plus marqué, c'est la première chose, c'est qu'en fait notre job, en tout cas je ne savais pas que je savais le faire, mais pourtant c'est indispensable, c'est d'importer des emmerdements et d'exporter de l'enthousiasme. Je suis une usine de recyclage d'emmerdements en énergie positive en fait. C'est mon épouse, je dis qu'elle était américaine, je l'adore, mais elle parle toujours très mal français. Et elle est incapable de lire un bouquin en français, ce qui m'arrange, parce que comme ça, je peux écrire ce que je veux. Et donc, elle n'a jamais lu aucun bouquin. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait « Bienheureux les fêlés », qui était l'histoire de Columbus, que j'ai écrit en 2004. Ce qui fait d'ailleurs qu'à partir de là, j'ai animé pendant les 18 ans d'émissions sur BFM consacrées aux entrepreneurs tous les week-ends aussi. Et elle ne l'a jamais lu, et j'en suis assez content, parce que, au fond, j'ai réussi quand même, pendant à peu près 10 ans, à rentrer chaque soir avec une tonne d'emmerdes, pas encore traité, et ceux qui m'attendaient le lendemain sans faire chier personne. Ben, je peux vous dire un truc, c'est une qualité de manager, et c'est une qualité d'entrepreneur qui est indispensable. Et en fait, ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est qu'on l'a tous en nous et que ça se développe très bien, que c'est comme le sport. Ça se développe par Et puis chaque fois qu'on surmonte une difficulté, finalement, ben, elle prend moins d'importance et la suivante est finalement parfaitement acceptable. C'est hallucinant. Il y a un truc qui est évident, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerrit, en fait. Et l'entrepreneuriat, ça aguerrit vachement. Deuxième truc que j'ai appris, un truc fou. Je vais sans doute vous choquer, mais tant pis, je m'en fous. Non, parce que la notion de travail en France et de durée du travail, moi je fais partie de la génération 39 heures, après 35 heures. Quand on est passé aux 35 heures, chez Columbus, on était une centaine de baristas à l'époque, et il y en avait 2 ou 3 qui se disaient fatigués en 35 heures, ce que je pense être impossible en 35 heures, personnellement. C'est là que je vous choque un peu, mais je le fais volontairement. Parce que c'était de ma faute s'ils étaient fatigués. C'est que j'avais été sur eux un mauvais manager. Je pense que les 2 ou 3 qui étaient fatigués en 35 heures, quand le basculement de 39 qui tout d'un coup devenait absolument insupportable, c'est qu'ils n'avaient pas d'intérêt dans le job et dans l'aventure. Et tous ceux qui étaient les 98 autres qui poussaient pour que la boîte survive dans l'adversité, il n'y avait pas ce problème. Et là, j'ai appris un truc, c'est que l'ennui use n'importe qui, mais que la passion n'a jamais fatigué personne, en fait. Et par définition, l'entrepreneuriat est un truc passionnant qui vous donne une énergie dingue. Et le dernier truc, c'est qu'au bout d'un an, on était ruiné. Je disais toujours, j'étais plus chief executive officer, mais chief problem solver. C'est le type qui passe son temps à résoudre les problèmes de tout le monde. Et en fait, il s'est passé un truc génial, c'est quand on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir, en fait. Vous n'imaginez pas à quel point l'argent... Je ne dis pas que ça rend con, mais ça ne rend pas intelligent, en fait. Mais par contre, l'absence de moyens vous rend créatif, en fait. À une condition, c'est d'être capable de penser un peu autrement. Vous savez, on dit out of the box en anglais. Ça veut dire quoi, out of the box? Moi, j'ai un exemple très simple. Oui, ben, regarde, un exemple... Oui, et non, surtout, changer le regard. Juste un exemple d'une banalité affligeante qui est dans un immeuble de bureau à côté de chez moi, haussmannien, parisien, avec un ascenseur extrêmement lent dans lequel il y a des avocats. Et il se plaignait de cet ascenseur qui était lent, pénible, etc. Il disait, il faut le changer, c'est insupportable, on perd du temps, etc. C'était difficile, donc ils ne le font pas. Ils continuent à râler sur l'ascenseur. Et quelqu'un dit, mais au fait, il n'y a personne qui a une autre idée que de changer l'ascenseur. Et là, le gars, qui était juste un peu différent, dit, moi, je sais toujours ce qu'il faut faire, je ne vous l'ai pas demandé, vous ne m'avez pas demandé, donc je ne vous ai pas dit. On va enlever la moquette à l'intérieur, on va mettre des miroirs. Miracle. Les gens adoraient le nouvel ascenseur. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on s'emmerde plus dans un ascenseur avec des miroirs. Observez avec une caméra un mec seul dans un ascenseur avec miroir. Regardez-le. Ou une femme. Hein. Il se trouve beau l'espace de 5 étages, ça passe pas assez vite. Non, mais c'était incroyable. On a occupé les gens dans l'ascenseur plutôt que de changer l'ascenseur. C'est une façon de penser autrement. C'est aussi con que ça. Hein. Ça s'appelle aussi dans les startups pivoter. Quand tu as pivoté dans ton modèle, en partant de ton modèle ancien à l'ancienne, aujourd'hui du modèle tech, c'est ce que tu as fait. Tu as porté un regard différent avec le même objectif en fait. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, nous, on a utilisé ça en disant, bon, ok, on a un beau concept, mais on n'a pas de flux, on n'a pas de trafic. Donc, on va mettre le concept là où il y a du flux. Et je me souviens que je suis allé voir le patron de la FNAC à l'époque, qui s'appelait Jean-Paul Giraud, qui était un homme du Nord très sympa. Et je lui ai dit, voilà, je vous propose qu'on mette des cafés dans les FNAC. Et à l'époque, on était vraiment en mauvais état. Je peux vous dire, on avait des bilans désastreux, etc. Tout le monde le savait, je ne m'en cachais pas du tout.
Et il me dit, bon, on va le faire ensemble, mais je ne devrais pas parce qu'il paraît que vous êtes vraiment déjà au bord de la rupture absolue. Mais non, on pète le feu, vous inquiétez pas. Et il me dit, on va le faire quand même. Et il a une blague qui ne m'avait pas du tout fait rire, enfin sourire à l'époque. Il me dit, parce que bon, vous avez fait une bonne école, là, l'ESSEC, c'est très bien. Mais moi, ce que je préfère dans votre parcours, c'est que vous avez fait l'échec en 1995. Il trouvait ça rigolo, lui, le concept ESSEC-échec, moi pas du tout. Mais j'en parle volontairement pour vous dire que l'échec est un plus dans la vie d'un entrepreneur. Et qu'en fait, il n'y a rien qui vous conforte plus qu'un échec qui a été surmonté, en fait. Moi, j'ai vécu une deuxième fois après, parce que du coup, on a regrandi à partir de là. Je n'ai aucune honte à vous rappeler que l'histoire, pour moi, s'est terminée de manière pas celle que j'ai souhaitée, parce qu'il m'est arrivé ce qu'avait expliqué McDonald's. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 10 ans, 40 magasins, on était encore à peine à l'équilibre. Et il a fallu qu'on lève de l'argent pour faire grandir la boîte, sauf que la boîte était extrêmement compliquée à valoriser. Et qu'on avait Starbucks, qui avait commencé à acheter une boîte en Angleterre et qui arrivait sur le marché parisien avec des moyens absolument considérables, où effectivement ils allaient nous laminer tout cru et nous manger tout cru si on n'existait pas un peu plus puissamment. Et donc en faisant rentrer les investisseurs dans la boîte, j'ai accepté de me diluer au-delà du raisonnable, à savoir de perdre la majorité, et que lorsqu'on a eu un clash, effectivement, c'est moi qui ai dû partir de ma propre boîte, en fait, en 2004, dans un départ que je n'ai absolument pas souhaité, dans lequel je n'ai absolument pas honte, parce qu'effectivement, j'ai même une vraie fierté de ce qu'on avait quand même réussi dans l'adversité. Aujourd'hui, la boîte a été reprise très peu de temps après par quelqu'un que j'aime beaucoup. Les investisseurs sont partis et c'est une boîte magnifique qui grandit un peu partout, au Canada, dans les Émirats, en Europe, etc. Et j'en reste actionnaire, enfin j'ai gardé mes actions, donc j'en suis très content, même si j'étais quand même très dilué. Mais je n'ai aucune amertume et j'ai même pas le sentiment d'avoir un échec. Alors que lorsque je suis parti, un truc marrant m'est arrivé. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, non vous en foutez parce que vous avez, non mais non, je dis ça parce que les cadres, tout ça, le concept de cadre, c'est un truc que je trouve démodé ou dépassé. En plus, le mot cadre, je ne sais pas si vous connaissez, une des définitions du dictionnaire, c'est une structure rigide qui entoure du vide. C'est quand même bizarre. Et ces mecs-là, ils ont un magazine qui s'appelle Le Courrier des cadres. C'est leur magazine, Le Courrier des cadres. Et quand je me suis fait virer de ma boîte, quand même, il y a donc en 2004, et je le répète d'une façon que je n'ai pas souhaitée, mais je m'en suis tout à fait remis très très vite et très très bien, j'ai été appelé par ce magazine, la rédactrice en chef, qui m'a appelé pour me dire, voilà, je vous appelle parce qu'on fait dans 15 jours une couverture sur le thème de l'échec. On a pensé à vous en couverture, est-ce que ça vous tente? Alors, j'ai dit, écoutez, je vais réfléchir et j'en parle à mes potes et je vous rappelle. Évidemment, je l'ai faite, cette couverture. Non pas parce que je voulais avoir ma gueule sur tous les kiosques parisiens, mais parce que j'ai envie de dire de quoi aurais-je dû avoir honte. On a créé une boîte magnifique, avec un esprit customer-centrique absolument magnifique, dans l'adversité absolue, qui aujourd'hui perdure avec un très beau développement. C'est ça aussi la vie des entrepreneurs. Et c'est sur cette expérience-là que j'aimerais bâtir la fin de mon intervention pour parler de clients, puisque c'est quand même ce qui nous rassemble ce soir, avec le concept même de plus que pro, de la satisfaction et des avis clients. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur, au fond, tout ce qui a changé, tout ce qui s'est passé, cette espèce d'accélération des référentiels encore plus difficiles à égaler ou à dépasser, cette difficulté finalement à répondre à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. C'est marrant parce que lorsque Service Compris est sorti en 1986, ce mot expérience client n'existait pas. On parlait de qualité de service ou de service client en fait. Expérience, c'est tout à fait autre chose parce qu'on y met tout. On y met, d'abord, c'est une vision à 360 degrés de l'ensemble des interactions qu'on va avoir entre le moment où je m'intéresse à vous et le moment où je commence à être client et le moment où j'entretiens avec vous une relation, dans lequel on va mettre des éléments objectifs, subjectifs. J'aime pas votre gueule, il faisait mauvais, s'il faisait froid, et j'aimais pas son parfum. Des tas d'éléments, en fait, qui décrivent aujourd'hui ce qu'est l'expérience client, qui est un truc très compliqué, parce qu'on y met beaucoup d'émotions, en fait. Mais cela dit, il y a quand même une règle, et c'est exactement ce qui a fondé cette entreprise qui m'invite aujourd'hui, c'est qu'au fond, tout est en fait un équilibre entre les attentes et l'expérience. L'enthousiasme client, ça dépend où est le plateau des attentes versus le plateau de l'expérience. Et à l'évidence, l'obsession qu'on va tous avoir, c'est que celui de l'expérience soit toujours un chouïa au-dessus du plateau des attentes. Les Américains l'expriment en 2 mots, enfin en 4 mots très simples. Under promise, over deliver. Je vous le fais avec mon bon accent français. Under promise, c'est ne promettez pas trop. Over-deliver, délivrer plus que ce que vous avez promis. La première fois et ça s'appelle l'effet waouh. C'est la première fois que j'ai découvert cette expression, c'était en 92. J'avais amené les 60 plus grands patrons de la distribution française pour un voyage américain de découverte des champions du service aux États-Unis. Et il y avait un supermarché qui est toujours là, qui s'appelle Stu Leonard's,
qui est en fait intéressant parce que c'est un mélange d'IKEA et de Disneyland. C'est-à-dire en fait, c'est IKEA au sens que c'est un parcours obligatoire, on ne peut pas revenir en arrière, et Disneyland parce qu'on passe sa vie à s'amuser avec des essais de bouffe, de machin, c'est une espèce de truc de dingue. Et je me souviens que ce magasin est tellement connu dans le monde pour son esprit client qu'ils avaient une université du service en fait. Et il y a des gens qui venaient, comme mes 60 patrons, là que j'avais emmenés, il y a le patron de la FNAC, tous les patrons étaient là, tous les patrons de la grande distribution française étaient là, et on était un bus. La nana américaine est rentrée dans le bus, elle dit « Hey guys, how are you today ?» avec le côté un peu américain qui pour nous donner un peu la pêche. Et elle dit « Comment est-ce que vous dites « How do you pronounce W-O-W » Comment est-ce que vous dites W, le waouh en anglais, il s'écrit W-O-W. Alors les Français un peu toujours timides, waouh, machin, enfin ça a duré 10 minutes. Elle ne nous a pas lâchés et sortis du bus avant qu'on soit capable de manière hyper excitée comme dans un match de foot. Waouh, waouh, enfin le truc de dingo. Je dis pourquoi elle nous dit ça, cette folle? Elle lui dit non, je voulais vous dire, ça va être très simple, c'est la stratégie de l'entreprise. D'accord? Il y avait écrit en fait un énorme rocher en carton-pâte à l'entrée du magasin où il y avait écrit règle numéro 1, le client a toujours raison. Règle numéro 2, si le client a tort, relisez la règle numéro 1. C'est très con et américain, mais ça fonctionne pas mal. On fait dans ce magasin, et c'était effectivement un truc assez atypique en termes de service. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les vestiaires de l'entreprise qu'on a visité aussi, il y avait un deuxième rocher en carton-pâte, en fait, où il y avait écrit règle numéro 1, en toutes circonstances, enthousiasmez vos clients. Non, je ne sais plus exactement ce qui était écrit, mais c'était quelque chose du style nous ne vous pardonnerons jamais d'avoir fait une erreur pour enthousiasmer nos clients, mais nous ne vous pardonnerons jamais de ne pas avoir tenté de le faire, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous connaissez sans doute le concept de NPS, Net Promoter Score. Ça vous parle, NPS? Oui, vous voyez très bien ce que c'est, qui est une espèce de norme qu'on a inventée pour pouvoir comparer tout métier confondu, tout secteur confondu, ce qui est vraiment l'enthousiasme client ou la satisfaction client. Mais je ne sais pas si vous avez vu émerger un nouveau critère qui est le CPS, le CES, pardon, le Customer Effort Score. Le taux d'effort client, le taux d'effort qu'il faut développer pour être le client de l'entreprise. C'est incroyable. Et vous savez, le under promise, over deliver, c'est une règle universelle, dans la vie perso aussi. Hein. Ne promettez jamais trop de trucs, ni à votre petite amie, à n'importe qui. Vous savez, j'aime pas faire de la politique, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour sur François Hollande, notre ancien président, un truc qui m'a fait marrer. Il m'a dit, on n'en attendait rien. Il a quand même réussi à nous décevoir, ce que je trouve assez juste et assez vrai et assez intéressant. Mais c'est pas gentil pour lui, mais c'est globalement vrai, il le sait d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment, vraiment important. Dans le business, pour l'enthousiasme client, c'est ça qui compte le plus. Et puis le truc qui a complètement changé, par contre, parce qu'au fond, beaucoup de choses ont changé depuis 1986, mais il y a un truc qui n'a pas changé, sauf qu'il a changé de média, c'est les avis clients, en fait. Vous savez, quand le bouquin est sorti, il y avait un chiffre que j'avais repris de l'université américaine qui a fait... Le bouquin a été enseigné dans toutes les écoles de formation pendant des années, et ils utilisaient ce chiffre dont personne n'avait jamais su la source, ni s'il était vrai ou pas, mais qui avait servi de repère à l'ensemble du business pendant des années. Un client content, en moyenne, en parlait à 3-4 personnes, un client mécontent à 10 à 11 personnes. Ça a fait l'ensemble des formations commerciales du monde sont basées là-dessus. Oui, mais les copains, c'était avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il conviendrait de refaire ce chiffre, mais ça n'a plus aucun sens. Avec un peu de talent, si vous voulez dézinguer une boîte, feel free les gars, détendez-vous. Vous pouvez ruiner des boîtes avec ça. Et une entreprise qui ne va pas justement surveiller ses réseaux sociaux pour défendre sa notoriété, elle va mourir à une vitesse absolument accélérée. Mais quand même, ce qui est le fondement de votre entreprise, qui est la recommandation, est le seul truc qui ne change pas. Sauf qu'aujourd'hui, les moyens sont démultipliés par l'efficacité des réseaux sociaux. Et du coup, il y aurait 1000 façons de trouver un peu les bonnes voies pour enthousiasmer mieux que les autres. J'aimerais juste peut-être en retenir 3 idées, si vous voulez, avant qu'on échange avec vos questions. La première, c'est que, j'ai évoqué tout à l'heure le Customer Effort Score. Moi, j'ai un mot que j'aime bien, c'est la simplicité. Je ne l'ai pas inventé, mais c'est une contraction de simplicité et de complexité. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est d'être des gens qui offrent qui sont dans la simplicité. Alors, c'est quoi? C'est que dans un monde de plus en plus complexe, l'urgence et l'absolue nécessité, c'est de simplifier la vie de vos clients. Et que ce n'est pas toujours facile et que ce n'est pas naturel, justement pour 2 raisons. D'abord, parce que dans les boîtes, il y a plus de process que de bon sens. Vous savez, il y a un homme que je respecte énormément en France sur ce thème, je pense même que c'est le meilleur, comme manager, créateur, fondateur, c'est Daniel Habitant. Daniel, il a créé notamment Photoservice, Grand Optical, Général d'Optique, des boîtes incroyables. Il est maintenant patron notamment d'une chaîne pour faire des séminaires qui s'appelle Château Forme, qui est un truc exceptionnel.
Et il est le premier qui m'a fait comprendre un truc important. Mais tu sais, le problème, c'est que dans les boîtes, quand les boîtes grandissent, la croissance crée de la complexité, ce qui est vrai. La complexité crée des process, parce qu'il faut des process pour gérer la complexité. Et le vrai drame, c'est que les process vont toujours à l'encontre des valeurs. Alors, vous parlez valeurs, customer centric, vous savez, je vous raconte une anecdote vraie, réelle. Je suis un jour dans le bureau d'un grand patron très connu pour préparer une conférence dans une convention de sa boîte. Et j'aime bien poser plein de questions pour essayer de comprendre un peu la boîte avant. Et je dis, vous avez des valeurs, enfin les valeurs de la boîte? Bien sûr, on a des valeurs. J'ai mon bloc-notes, je dis, ah là, c'est quoi vos valeurs? Alors, je ne sais pas ce qu'il avait dit, hein, je me souviens, je donne des mots au hasard. Je veux dire innovation, enthousiasme, puis il s'arrête, il me dit, il y en a 5. Il n'en avait retenu que 2. Hein. Il y en avait 2, et à un moment, il s'arrête, et là, j'ai un choc frontal. Il décroche son téléphone, il appelle son assistante Jacqueline. Et il dit, Jacqueline, il y a un poster, c'est quoi les 3 autres? Elles sont derrière votre bureau. Et là, je me suis dit, on est dans le drame du management et du marketing, c'est pas du greenwashing, mais du management washing ou du value washing. Et c'est pas dingue quand même de se dire qu'un patron, oui, il a des valeurs, mais il ne s'en souvient pas lui-même. Ouais, mais justement, parce que c'est un vrai sujet. Je vais vous raconter une anecdote, parce que moi, ma conviction, c'est ça. Hein. La force des TPE-PME, c'est qu'elles ont beaucoup moins de process que les grands groupes. Et du coup, elles ont cette espèce d'agilité, de réactivité et de capacité à faire confiance aux gens pour effectivement qu'elles soient... l'objectif, ce soit le respect des valeurs plutôt et du bon sens. Regardez une anecdote. Je n'ai jamais eu de bagnole de ma vie, donc je ne mange pas de viande depuis 40 ans, donc je suis bien en termes d'écologie. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais bon. Donc j'en loue beaucoup des bagnoles. Et un jour, j'étais chez Hertz à Toulouse. Je rends la voiture un samedi matin à 6h du mat pour rentrer à Paris par le vol de 7h. L'agence était fermée, donc j'ai mis la clé dans la boîte, comme on le fait tous, du loueur. Sauf que c'était un mois de décembre, il faisait à peu près le même temps qu'ici, et j'ai oublié ma veste à l'intérieur. Je me dis, putain de merde, est-ce que j'attends? Est-ce que je mets un peu... Alors je mets un post-it sur la vitre disant, les gars, j'ai oublié ma veste, voilà mon portable, merci de vérifier et de m'appeler. Je me dis, normal, Hertz, customer centric, le customer is king, on est les meilleurs au monde, ils vont le faire. J'arrive à Paris, pas de nouvelles. Fin de matinée, je dis, je vais appeler Hertz. Mais Toulouse. Je dis ça comme ça parce que appeler Hertz, c'est facile. Hein. Mais tomber sur Toulouse... Essayez le truc, c'est beaucoup plus compliqué. En gros, il décroche, on vous dit, tu veux une bagnole? Non, merci, j'en ai déjà une. Non, en plus, je vous dis un truc. Ça me rend dingue. Il n'y a plus un seul numéro de téléphone sur les sites internet des boîtes françaises. C'est envoyez-moi un mail. C'est insupportable. Moi, quand je suis énervé, je me détends beaucoup mieux par téléphone que par mail. Et je ne supporte pas qu'on me dise envoyer un formulaire d'un mail quand je veux juste parler à quelqu'un. Cette pub là, en ce moment qui passe dans je ne sais pas quelle boîte qui dit je veux parler à quelqu'un, après c'est un robot pour le truc, c'est insupportable. Ouais, elle est vachement bien faite cette pub parce qu'elle dit beaucoup de la civilisation dans laquelle on est rentré malheureusement. Donc là c'était exactement ça. J'appelle Hertz, mais je voulais aller à Toulouse moi pour que le gars me récupère ma veste parce qu'à Paris ils ne savent pas s'ils l'ont récupérée. Et là on vous dit tu veux quoi, une bagnole? Non merci, j'en ai déjà une. Je viens de la rendre. Tu veux une facture? C'est trop tôt. Il n'y a pas de t'as oublié ta veste à Toulouse, tape le 14 direct. Beaucoup plus intuitif. On ne comprend pas comment le mec qui a conçu le programme a fabriqué le truc. C'est-à-dire qu'on se dit, mais par quoi il faut que je rentre pour parler de ce problème? Et finalement, vers midi, je tombe sur un mec qui marmonne à Hertz, Toulouse, bonjour, façon un peu alcoolique. Et il me dit, ah, c'est vous la veste? Je dis, non, je ne suis pas la veste, je suis le gars qui a oublié la veste. Déjà, il m'énerve en plus, le mec. Et il me dit, ouais, on en a entendu parler, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Rappelez-moi en fin d'après-midi. Je dis, sur quel numéro? Il me dit le même. Je ne suis pas dans la merde parce que s'il faut que je retrouve le mec, je ne sais pas comment j'avais fait. Je tombe sur lui à 18h, il avait l'air d'aller un peu mieux, effectivement. Et il me dit, voilà, bonne nouvelle, on a trouvé votre veste. Et je dis, comment va-t-on faire? Et là, vous allez voir le gars, la conception de la simplicité du mec. Il me dit, bah, vous allez à Paris à la poste, acheter une boîte Colissimo, me la renvoyer pour qu'on vous renvoie votre veste. Et là, je me dis, non seulement les bois, mais il est con, le mec, quand même. Vous connaissez la boîte Colissimo? Ça mesure 1,20 m, c'est tout plat. Je dis comment j'envoie cette merde pour qu'il puisse me le renvoyer, parce que le concept, ça ne revient jamais, la boîte. C'est one way, vous voyez, on fait que dans un seul sens. Et là, je dis, mais vous êtes sympa, mais comment voulez-vous que je vous l'envoie? Il me dit, monsieur, ça, c'est pas mon problème. Je dis, mais ça va bientôt être le mien. Et il me dit, vous avez une cave à Paris, allez dans votre cave, prenez une grande boîte, mettez la petite, je vous renverrai la troisième. Le grand malade, le mec, vous voyez. Et je dis, mais c'est débile, je fais 40 locations de bagnoles par an, vous avez mon profil, ma carte Amex, ma carte Visa, vous allez à la poste, vous me payez, je paye, vous payez le temps du mec, je paye le machin. Il me dit, mais monsieur, ce serait si simple. Mais je ne suis pas habilité à débiter votre carte de crédit pour ce type de transaction. Conflit entre les valeurs, customer centric, number one in the world,
Et puis tout d'un coup, la bêtise d'un management qui ne donne pas aux gens en front line, en fait, le pouvoir de prendre les bonnes décisions. Là, vous avez la clé du truc. Hein. Ce n'est même pas la peine de chercher beaucoup plus loin la clé de l'enthousiasme client ou de l'efficacité ou pourquoi les mecs de Plus que Pro sont meilleurs que les autres. C'est parce qu'ils savent faire ça plus que les autres. Donc la simplicité, c'est ça. C'est absolument majeur. Et je pense que ce que nous apprend en fait notre ami d'Amazon avec son siège vide, ça doit vraiment nous inspirer. Le deuxième truc, c'est que... je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Le deuxième truc, c'est de rendre tangible l'intangible. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais le service, c'est un truc un peu abstrait quand on y réfléchit. Mais j'aime bien cette phrase de dire il n'y a pas de service, il n'y a que des preuves de bon service. Comme il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Absolument, non, mais surtout de laisser, en fait... L'idée, c'est de se dire d'abord, il n'y a pas 36 règles. Hein. C'est identifier les irritants, les trucs qu'on ne supporte plus chez vous. Et là, il y a un truc très intéressant aussi. Je n'ai pas dit sur Apple tout à l'heure. Quand je pense toujours à ce fameux appareil, c'est intéressant parce que je peux le décrire en très peu de mots, c'est ce que je vous disais. Il est beau, c'est facile à utiliser, il y a de la techno et c'est cher. Faites l'exercice, tout ce temps que vous êtes, qui nous écoutez ce soir. Demandez à vos clients et à vos équipes de décrire en pas plus de 3 mots votre entreprise. C'est extrêmement intéressant. 3 mots qui nous décrivent, nous en tant que fournisseurs ou moi en tant qu'employeur. Pourquoi je vous dis que c'est vachement intéressant? C'est que vous avez un risque majeur qui est autant de réponses que de gens qui vous répondent. Et ça, c'est dramatique parce que personne ne peut être tout à la fois. Ça veut dire que vous n'êtes rien de spécifique. Et quand on n'est rien de spécifique, le débat se déplace sur quoi? Sur le terrain du prix. Vous savez, en ce moment, il y a une foule d'attente terrible. Il fait 1 degré à Paris, sur les Champs-Élysées. Ils ne sont pas uniquement en train d'attendre le foot. Il y a 200 personnes en train d'essayer d'entrer dans Louis Vuitton. 200 personnes. Alors qu'il y a des magasins Louis Vuitton dans le monde entier. Et puis un peu plus loin, il y a un magasin Aldi et Lidl. Il y a le même monde. Il n'y a personne chez Casino. Qui est en gros pas compétitif parce qu'on ne sait pas le positionnement de Casino. C'est trop cher pour ce que ça offre. Donc en fait, je préfère du Lidl. Et quand j'en aurai les mains, je retourne chez Vuitton. C'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, il faut toujours se battre sur le meilleur terrain et vous vous laissez trop facilement entraîner sur le terrain du prix sinon. Quand on est mauvais, le client vous entraîne sur le terrain du prix. Si on n'est pas capable de s'entraîner sur le terrain de la différenciation objective et surtout incarnée. C'est pour ça que je vous disais que les signaux qu'on envoie, elles font une vraie différence. Vous voyez, par exemple, quand... ça veut dire quoi incarner, rendre tangible l'intangible? Je me souviens quand a été inventé le bandeau de papier qui était installé entre la cuvette des toilettes et le siège des toilettes. Vous savez, quand on trouve dans les hôtels, on trouve ce bandeau de papier. C'est quoi? C'est pour rassurer les gens sur l'hygiène de l'hôtel. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui a nettoyé la chambre met ça pour que vous montrez que c'est propre, parce qu'en général, le client ne pense pas le mettre avant de partir. Donc on sait que c'est le mec qui l'a... Pensez, l'autre jour, j'ai évoqué Photoservice, cette chaîne qui avait explosé quand on faisait encore développer nos photos. Ils avaient toujours un gant blanc pour mettre nos photos, qui était le signe de l'excellence du traitement de nos photos pour ne pas mettre les doigts sur les photos. Ce qui n'est rien de plus insupportable quand on faisait les photos et qu'on avait l'empreinte des doigts, en fait. L'autre jour, j'étais en train de suivre un camion de déménagement dans Paris, en scooter. Le mec était tout tagué, tout cabossé, 1 litre d'alcool dans le sang, le mec. Il y avait écrit à l'arrière, nous prenons soin de vos meubles, comme si c'était les nôtres. Et là, vous dites, non, Coco, pas les miens. Non, mais c'est con, hein. Quand je vais chez mon opticien à Paris, dans le 15e, je mets des lunettes depuis 15 ans, ça m'emmerde, je suis obligé de les casser, je les répare, etc. Je me suis aperçu d'un truc dingue l'autre jour. J'avais vraiment jamais perçu. Chaque fois qu'ils voient, ils ont 4 opticiens dans la boutique, chaque fois qu'ils voient un client arriver, ils vont à la porte, ils ouvrent la porte, et chaque fois qu'on part, ils nous raccompagnent jusqu'à la porte. Ça n'a l'air de rien, c'est une signature. Et vous savez, quand je demandais à Jean-Claude Decaux, qui a quand même créé le leader mondial de l'affichage urbain, je dis, mais comment vous avez fait Jean-Claude Decaux? Il m'a dit, par le seau d'eau et la peau de chamois. En gros, en disant que jamais il ne tolérait qu'il y ait une seule trace de quoi que ce soit sur un véhicule de Jean-Claude Decaux, pour montrer l'excellence des opérations de Jean-Claude Decaux, pour que les mairies lui confient des budgets considérables pour installer des abribus. Ça fait une immense différence. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui, une fois qu'on a identifié en fait les irritants de nos clients, qu'après, on s'est dit, moi je veux être exceptionnel sur 3 choses, pas plus, qui vont faire en sorte qu'on ne parlera pas argent, mais on parlera différenciation. Il vous restera un dernier truc, c'est de faire de chacun de vos contacts et de clients un moment unique. C'est-à-dire que quand mon bonhomme de McDonald's est venu inaugurer le premier Columbus Café, il m'a donné la clé de McDo. Il m'a dit, tu sais, chez McDo, on sert 65 millions de hamburgers chaque jour. Mais un par un. Il dit, mais tu verras dans ton business demain qu'un par un, c'est beaucoup plus compliqué que 65 millions parce que c'est de la logistique, process, organisation. Mais un par un, c'est un vrai bordel, tu vas le découvrir très vite. Il avait raison. C'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué.
L'autre jour, enfin pas l'autre jour, il y a 2-3 ans, un soir, je prends un avion de Bordeaux. Il y avait encore des avions de Bordeaux. On ne peut plus le prendre maintenant, à cause du train, ou grâce au train. La nana, c'était une femme, pardonnez-moi, j'aurais dû dire, le mec, ça aurait été pareil. La personne d'Air France était au comptoir d'enregistrement, d'embarquement. Elle était avachie sur le comptoir. On ne la voyait pas. Elle était pliée en deux. On ne la voyait pas. On passait avec nos trucs comme ça. Moi, j'étais fatigué. Et au lieu de dire rien, juste pour voir si elle était vivante, quoi, en gros, je lui ai dit merci, mais enfin, ça aurait été plus sympa avec un sourire. Bon, je reconnais que c'est con, mais ça m'a détendu. Elle s'est redressée. Elle m'a dit, vous avez raison. Mais vous d'abord. J'étais un peu emmerdé, pour tout vous dire. Je dis, comment je vais gérer cette connerie maintenant? Donc, je souris un peu bêtement. Et elle me regarde en disant, OK, maintenant, restez 8 heures comme ça. Après, on s'en reparle quand vous voulez. Je dis, bon, je vais prendre mon avion. Moi, je vais arrêter de l'énerver. Non, mais je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais que c'est difficile, 100 fois par jour, d'accueillir, mais c'est le job, en gros. Et que c'est aussi parce qu'on a cette constance dans l'excellence, etc., que ça fonctionne bien. C'est très difficile de considérer. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la révolution managériale post-Covid, on n'est pas là pour parler de management, mais c'est un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, chaque collaborateur d'une entreprise française se considère comme un client unique et veut être traité de manière spécifique et unique. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux le job qui me permet de travailler quand je veux, avec le nombre de jours de télétravail que je veux. C'est hallucinant. Et c'est une révolution managériale que la customisation, en fait, du salariat, maintenant. Vous savez, dans les annonces d'emploi aujourd'hui, vous avez des cases à cocher. Je veux uniquement voir, comme dans une agence immobilière, je veux uniquement voir les gens sur lesquels on travaille en télétravail, dans lesquels il y a tel truc, sinon je ne regarde même pas l'annonce. Et comme en plus on a le big quit, la big resignation, le quiet quitting, la grande démission, qu'il y a des tas, 400 000 jobs qui ne sont pas pourvus, si le management ne s'interroge pas sur comment chacun de ceux qui a repensé à sa vie et à sa relation au travail va vite se barrer si je n'apporte pas l'ensemble des solutions, il va y avoir un vrai sujet de management. Je ferme cette parenthèse, mais elle est réelle et elle est intéressante. Vous savez, il y a une boîte qui... je termine là-dessus. Il y a une boîte qui est intéressante, c'est Netflix. Enfin, je trouve intéressante pour plein de raisons. C'est que déjà, ils sont inventés 4 fois. Vendeurs de DVD. Après, ils sont devenus loueurs de DVD. Ils l'ont envoyé chez vous. Après, il y a eu la tech qui leur a permis, en streaming, d'amener le contenu chez vous. Ça continue, mais en plus, c'est devenu le premier producteur mondial de cinéma, de théâtre, enfin de cinéma, de trucs. Mais il y a un truc qui est dingue, c'est que cette boîte, j'ai le sentiment qu'elle me connaît mieux que mes potes. Et parfois que mon épouse. C'est quand même dur. Je ne plaisante pas, hein. Il est dingue, ce dingue. Je ne le connais pas, moi, monsieur Reed Hastings. Il doit avoir une maison en Californie quelque part. Il m'écrit tous les week-ends, le gars. Il me dit, Philippe, il va faire un temps de chiottes à Paris. Je t'ai prévu un petit programme, tu vas te régaler. Mon épouse m'offre des cadeaux. Parfois, elle se loupe encore 40 ans après. Elle ne sait pas ce que j'aime. C'est quand même un vrai sujet. Quand même. Et lui, il me connaît mieux que mon épouse. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est quand les algorithmes connaissent les clients mieux, parfois, que les hommes et les femmes. C'est très bien les algorithmes, mais il y a un moment, si on oublie de les connaître, ça va être très difficile. Et je terminerai avec une dernière anecdote pour vous montrer que la tech peut aussi amener de l'humain. Les Américains ont inventé un truc, enfin ils ont mis un nom sur une habitude, c'est ce qu'ils ont appelé les Random Acts of Kindness, actes aléatoires de gentillesse. En gros, se disant on va remettre de l'humain dans la relation commerciale, et rien de mieux que les réseaux sociaux pour ça, puisque les gens passent leur vie à raconter des trucs sur les réseaux sociaux dont on se fout en général totalement, hein. Moi, j'ai un copain qui met un spritz tous les jours en photo sur sa truc. Le mec, il est alcoolique. Enfin, tout le monde se fout qu'il ait pris le 22e spritz de la journée, mais il en met tous les jours. Donc, ça peut inspirer éventuellement un certain nombre de fournisseurs et d'entreprises. Juste une histoire de random of kindness qui est intéressante et qui a popularisé cette idée, de dire, à un moment, on apprend un truc sur le réseau social d'un de nos clients et on lui envoie un acte aléatoire de gentillesse. Un truc qui va le surprendre par le cœur, en fait. Et il y a une chaîne de grillades qui s'appelle Morton's, qui est très spécialisée sur les T-bone steaks, ces grosses pièces de bœuf comme ça, qui un jour a un client qui est à l'aéroport de Boston, qui rentre à New York le soir, et qui a faim, mais il n'a pas trouvé ce dont il avait envie. Il envoie juste un tweet, comme ça au hasard, en disant « je me taperais bien un T-bone de chez Morton's ». Donc normalement il ne se passe rien, sauf que là ils ont des community managers qui font le tour de tout ce qui se passe, et il y a un mec qui dit « alerte rouge », il y a un mec qui a faim. Alors est-ce qu'on le connaît? Non seulement on le connaît, mais ils ont un programme de fidélité, un loyalty programme où ils ont coordonné de son assistante, un peu comme Flying Blue, vous voyez, sur Air France. Le mec, il est Platinum for Life du T-Bone. Et du coup, ils le connaissent, il appelle sa secrétaire en disant à quelle heure arrive-t-il, quel vol et quel aéroport. Et à l'arrivée du mec, ils avaient missionné le restaurant le plus proche du restaurant de l'aéroport pour qu'il l'attende avec son dîner, le mec. Et du coup, il a retweeté le truc, c'est devenu la légende du service aux États-Unis, à travers ce genre d'actes qui rendent tangible l'intangible, en fait, et qui en plus touchent effectivement à l'émotion, en fait.
Et quand je vous dis que c'est intéressant, parce que je pense qu'en France, c'est quand même pas encore très développé, parce que lorsque j'ai appris ça, j'ai envoyé un tweet très simple. J'ai écrit ça, juste simplement en quelques mots, 140 signes, j'ai écrit « Je me taperais bien une entrecôte de chez Courtepaille ». Il ne s'est rien passé depuis. Et je pense qu'effectivement, on a encore de gros progrès à faire sur le chemin des actes aléatoires de gentillesse. Voilà, je pourrais passer ma soirée à vous raconter des anecdotes de cette nature, mais qu'est-ce que je vous ai dit en gros? On vit un monde que je trouve compliqué, mais j'aimerais vous dire que je trouve qu'on vit la période la plus excitante de notre histoire, en fait. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de générations. Ce n'est pas donné à toutes les générations d'arriver. C'est une fois par siècle que le monde se réinvente avec autant de puissance technologique ou de puissance industrielle. C'est-à-dire qu'on a affronté 2 révolutions majeures en ce moment, digitale et écologique. Et c'est une chance absolument extraordinaire, toutes générations confondues, de pouvoir contribuer un petit peu à l'inventer ensemble. Et c'est là que justement le mindset est extrêmement important. Mais que dans le business, je vous répète que, rappelez-vous, Amélie Poulain et Anne Hidalgo, nous sommes un pays perçu comme non serviable, non souriant, sur lequel aujourd'hui, encore aujourd'hui, bien que les choses soient éminemment améliorées, et malheureusement par la tech et par les plateformes uniquement, c'est-à-dire que vous avez cité en premier des Deliveroo, des Uber, ce qui a facilité nos vies, mais la vraie vie, elle est aussi dans les magasins, chez des artisans, chez des boulangers, chez des maçons, chez des gens qui doivent incarner ça en mettant de l'humanité dans tout ça. Et donc, on a encore un axe formidable de différenciation qui est l'expérience client. Mais c'est en plus le plus beau métier du monde. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'étais un peu trop long, peut-être, je pense. Je ne sais pas. Non, très bien. Qui a des questions? Comme la première est toujours difficile, on passe à la deuxième. Ou à la tienne? Qu'est-ce qui m'énerve, celui-là? Aussi, mais pas sur cette voie. Tu referais quoi, là, même si tu as parlé des erreurs? Non. Aborder un moment, mais si tu pouvais recommencer, avec évidemment ce que tu sais aujourd'hui, donc le toi en termes de savoir, mais la fougue de ta jeunesse de l'époque, tu referais comment? Tu referais quoi? On ne refait pas l'histoire. La véritable erreur, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est d'avoir confondu quel devait être le bon... Tu sais, dans le commerce, il y a beaucoup de commerçants qui peuvent nous écouter. On sait que l'une des difficultés économiques, c'est l'accès à l'immobilier. Parce qu'en France, on est un rare pays au monde où on paye le droit de payer le loyer à la place du précédent. En fait, parce que le droit au bail, c'est quoi? C'est que tu as un bail, tu as un contrat, je le reprends et je te paye quelque chose pour que tu en sortes. C'est un truc de fou. Alors après, tu me diras, il y a aujourd'hui des loyers à l'américaine où on ne paye pas le locataire d'avant, mais ça triple le prix du loyer. Je n'avais pas une bonne perception, puisque tu me dis comment je referai. Alors d'abord, je ne referai pas aujourd'hui. À telle enseigne que j'en suis à dégager en ce moment, à décourager 2 personnes entrepreneurs en ce moment, dont un très talentueux que je connais, qui veulent se lancer eux aussi dans ces business-là, et je le décourage aujourd'hui. Parce que c'est un business de dingue, dans un métier où ça devient quasiment impossible de gagner de l'argent, pour plein de raisons, entre les charges, les taxes, je ne vais pas faire l'entrepreneur qui râle contre les taxes sociales, les charges, le machin, l'inspection du travail, tout le reste, c'est juste impossible de gagner des ronds. Et dans les métiers de la restauration, plus personne ne veut bosser, il manque 200 000 personnes, arriver à trouver des gens talentueux payés au SMIC pour créer ce que j'ai envie, ce que j'ai aimé faire. Parce qu'au fond, ce qui a sauvé la boîte, c'est notre capacité à rendre les gens heureux chaque matin. Donc ce truc aujourd'hui est extrêmement difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier dans lequel il ne faut pas se lancer. Je te rappelle que si j'avais effectivement pas été lancé dans cette aventure-là, je serais moi aussi devenu un entrepreneur du web, parce que c'est venu 5, 6, 7 ans après. Et évidemment, j'aurais été immédiatement vers ce qu'étaient les nouveautés du moment, et à l'époque, ça n'existait pas. Et en fait, ma véritable erreur, c'est d'avoir totalement investi et d'avoir en fait perdu 4 ans en mettant tout l'argent qu'on a mis au début, qui était beaucoup d'argent, parce qu'on avait déjà créé une première boîte avant, non pas dans la qualité des emplacements, mais dans la décoration. Donc on aurait mis peu d'argent dans 2 très bons emplacements. Tu sais, en Angleterre, 1 an avant le début de Columbus, Starbucks a racheté une chaîne qui s'appelait Seattle Coffee Company, qui avait fait comme nous, mais 10 ans avant, 5 ans avant, et ils avaient 60 magasins. Starbucks les a rachetés 200 millions parce qu'ils ont acheté leur entrée sur le marché londonien. Si on n'avait pas eu cette erreur majeure de perdre 3 ans, 4 ans à être en permanence dans l'adversité, à essayer de rembourser nos dettes avant de redémarrer, on aurait fait ça. Et donc, en fait, l'erreur majeure, ça a été effectivement de confondre qualité de l'emplacement et où mettre son investissement. Donc, c'est là que j'aurais fait différemment. Et on aurait pu, en très très peu de temps, faire la même opération que les Anglais. Parce que Starbucks, il était très très inquiet du marché français. Le marché français, c'était le marché des cafés. C'est la raison pour laquelle il l'attaquait après 10 ans seulement. Parce qu'il savait qu'en fait, avant... En Angleterre, il n'y avait pas de café. Donc, il y a eu un succès. Donc, aujourd'hui, c'était une erreur de stratégie, si tu veux. C'est marrant parce que
et tu l'as toujours été. Tu sais plein de choses, tu nous l'as partagé, et merci encore pour tout ce que tu as pu exprimer. Comment quelqu'un comme toi peut faire une erreur aussi choquante que celle-là? Non, mais c'est hyper Parce que je suis intéressant parce qu'on a affaire à quelqu'un de brillant. Bah non. Quand tu l'expliques, tu dis mais comment il a pu penser à tout ça? Comment le mec il peut comprendre que dans quelques années, le café qu'on prend à une table, on l'aura dans la main. Donc tu vois, tu as quand même été capable de voir le truc que Bah, beaucoup n'ont pas vu. service compris, c'est pareil. Voilà, Tu vois, ouais. tu as compris énormément de choses. Et le truc basique de dire c'est un emplacement, tu as préféré prendre un chiotte que tu as transformé en salon. Là tu te dis. Non, c'était pas un Je chien. me dis comment tu peux faire Ben, peux voilà. avoir cette dichotomie entre ce côté brillant visionnaire et comment tu protèges un entrepreneur si tu dois en parler à ton meilleur ami. Comment tu essaierais de le protéger de ça? De dire attends, tu peux être visionnaire quelque part et de l'autre côté faire une erreur aussi importante. Bah, déjà, en allant. Bah, alors la deuxième erreur, c'était d'aller vouloir aller trop vite. À quoi bon faire 2 magasins tout de suite? Ça n'avait aucun intérêt. On avait 10 ans devant nous. Là aussi, c'est une erreur d'appréciation totale. Ça a mis 10 ans avant que le marché... Tu sais, moi, pendant on va dire, 8-9 ans, jusqu'à l'arrivée de Starbucks, j'étais un fou furieux qui avait cru à un truc qui ne marcherait jamais. 2004, arrivée de Starbucks, j'étais devenu le visionnaire qui avait vu le truc avant tout le monde. J'étais le même homme, mais simplement, il y avait le timing qui n'était pas le bon. Et au lieu d'aller... J'étais beaucoup trop vite. Ça n'avait aucun sens de faire 2 cafés d'un coup. Cette espèce de pouvoir que je me suis donné, de plaisir d'être dans toute la presse pendant 1 an, du nouveau café Columbus, machin. C'était pas ça qui comptait, c'était d'avoir un business qui marchait. Donc j'étais très con. Donc je suis très con, c'est surtout ça, quoi. Fondamentalement, je n'ai pas d'explication à mes erreurs, mais en même temps, si tu veux, c'était tellement excitant de disrupter un marché aussi vieux que ça aurait pu très bien marcher. Si on a perdu, mais tout d'un coup, tout l'argent qu'on a mis, on l'a perdu en 1 an, si tu veux. Et alors après, il a fallu quand même pendant 5 ans, avant de faire entrer des investisseurs, j'en étais à mon 450e caution sur mon appart personnel. On a donné caution sur tout ce qu'on avait, si tu veux, pour regrandir. C'était là. Mais c'était génial. Je le dis d'autant plus sereinement que c'était l'expérience la plus passionnément difficile de ma vie, en fait. J'ai adoré cette période. Je n'ai rien détesté, je n'ai aucune forme de regret. Et je n'ai aucune rancœur, ni aucune amertume de ne plus en faire partie. Je déjeunais l'autre jour, c'est peut-être que je vais apporter une réponse différente à ta question. C'est que je petit déjeuner l'autre jour avec Nicolas Richet, qui est le président de Columbus aujourd'hui, qui est un mec vraiment bien, que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, tu sais, je crois que je m'emmerderai terriblement à ton job aujourd'hui. Parce qu'ouvrir le 250e magasin, le 300e magasin, le 500e magasin, il y a un moment, c'est juste 500 magasins de plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le ressent d'autant plus. Et là, je ne donne pas un scoop, mais je vous annonce quelque chose. C'est qu'il vient de signer une master franchise d'une chaîne américaine qui s'appelle Krispy Kreme, qui sont des donuts. Moi, je déteste le produit donuts, mais c'est un produit que les jeunes notamment adorent parce qu'ils ne se soucient pas trop du sucre. Mais c'est une énorme chaîne américaine, mais très très puissante, dont ils ont pris la master franchise pour la France. Et ils envisagent un énorme projet parce qu'il est cofinancé par Krispy Kreme. Et là, tout d'un coup, je lui ai retrouvé une énergie nouvelle de l'entrepreneuriat et non pas d'ouvrir le 200e ou le 300e magasin et du projet. Je le sentais un peu s'éteindre. Et effectivement, là, je le retrouve avec un vrai challenge. En fait. On a besoin de ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de regrets, parce que moi, après, je me suis remonté sur 450 trucs tout aussi excitants. Puis surtout, je vais te dire, les regrets, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde. Alors, juste pour compléter peut-être, mais tu as réussi ta vie, tu as réussi ta carrière. Si on te pose la question, est-ce que tu as réussi Columbus? C'est quoi ta réponse? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah attends. Ça fait vivre 3000 personnes, ça se développe très bien, les gens sont plutôt heureux. Mon seul regret, c'est que, si je peux dire ce que je n'ai pas réussi, mais ce qu'ils n'ont pas réussi, pour le coup, c'est que j'ai été invité aux 25 ans de Columbus qui avait lieu. Ils ont fait un dîner dans un restaurant près de l'Étoile et j'y suis allé. Ça m'a fait très plaisir de découvrir tous ces franchisés parce que je ne passe pas non plus ma vie chez Columbus. Même si quand j'en ai un, j'y vais pour papoter et me présenter. Et pourquoi je te réponds ça? Oui, je leur ai dit, le seul truc que je ne ressens plus du tout chez vous, c'est faire passer chaque jour chez vous les 15 meilleures minutes de notre journée. Ça, ils l'ont oublié complètement. C'est-à-dire le mindset différenciant, ils sont 1000 fois mieux pro que nous. Ils sont plus organisés. Leur offre de sucré, salé est beaucoup plus pertinente. Tout est bien, mais il n'y a pas l'ADN qui était mon rêve qu'on avait réussi ensemble malgré l'adversité et le manque de moyens. Et on le faisait quand même avec 40 mecs et 300 salariés, tu vois, donc c'était quand même pas facile non plus, surtout sans moyens. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas moi qui l'ai raté, c'est eux qui n'ont pas encore... et je leur ai dit, s'il vous plaît, l'obsession que vous devez avoir, c'est remettez au moins ce truc-là, parce que vous êtes très bons, vous gagnez votre vie, ils gagnent très bien leur vie, ils ont l'air plutôt heureux, mais remettez ça, parce que pour moi, c'est ça qui permettrait d'en parler de manière différenciée. Parce que les cappuccinos, il y en aura beaucoup, hein. Enfin, il y en a partout maintenant aujourd'hui. Je ne retrouve pas cet ADN centré sur l'humain, en fait.
Et ça, c'est compliqué. Et quand je te disais tout à l'heure que le truc le plus difficile à créer, c'est celui-là, on avait réussi à le créer. Mais heureusement, c'était aussi le plus difficile à copier. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire, je veux devenir la boîte où je veux passer les 15 meilleures journées de ma vie. C'est difficile, hein. Mais quel beau projet, quoi. Dans un monde de brut. C'est la transpiration du dirigeant, et là, c'est un fond. Et la Oui. transpiration du fond, c'est l'argent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes trucs. Mais c'est compliqué de le créer, cet état d'esprit. Ça suppose beaucoup de proximité, beaucoup de temps. Truc qui m'étonnait beaucoup, tiens, tu vois, sur le management, je prenais beaucoup de temps avec chaque barista. Je voulais tous les découvrir, les connaître au moins une fois. Et même quand on en embauchait beaucoup, on faisait une ouverture quasiment par mois la dernière année. Et donc, c'était des jeunes de votre génération, hein. Moi, j'avais déjà à l'époque, je ne sais pas combien j'avais, ça n'a pas d'importance, mais une quarantaine d'années, 45 ans. Et je leur disais, qu'est-ce qui vous étonne? Je leur demandais un rapport d'étonnement. Et beaucoup me disaient, le temps que tu passes avec nous. C'est quand même bizarre, pourquoi les mecs me disent ça, en fait? Et en fait, j'ai compris un truc très bizarre, mais ça, c'est mon problème d'absence peut-être de la connaissance des Français ou de la France, c'est qu'une famille sur deux est monoparentale ou divorcée. Et en fait, cette génération-là, des baristas de l'époque, hein, peut-être que vous n'êtes plus de la même, j'en sais rien, mais a été élevée dans des familles où il y avait l'un des autorités parentales qui n'était pas là, ou en tout cas des gens qui n'avaient pas de moyen de consacrer du temps. Et en fait, que quelqu'un, moi qui étais leur patron, entre guillemets, je déteste ce mot, leur manager, leur patron, leur ce que tu veux, qui consacrait du temps, c'était pour eux un cadeau, un truc bizarre, tu vois. Alors que pour moi, le temps était ni valeur, ni valeur objective, ni valeur subjective. Mais le fait qu'ils aient le sentiment qu'un mec qui est leur autorité au boulot leur donne du temps était un cadeau, en fait. Je trouvais un truc de dingue. Mais quelque part, c'est peut-être ça qui avait réussi à créer l'état d'esprit. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire la proximité humaine, en matière de management, il y a quand même que ça de vrai, quoi. Mais c'est du temps au détriment d'autres choses, parce que tu es bien placé pour savoir qu'un entrepreneur doit faire des choix permanents entre des contraintes, entre des stratégies, des choix, des enjeux, des moyens, etc. Et après, c'est le seul truc, je vais te dire, comme quoi, arrêtez de poser des questions, sinon je vais encore faire une autre conférence. Mais non, le seul truc, je veux dire, c'est ce qui compte, c'est d'être en accord avec ses valeurs, en fait. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'ai rencontré 700 émissions sur BFM, les plus grands entrepreneurs français. Et j'ai rencontré des petits, des grands, des trucs. Arrête avec Non, mais parce que tu as raison. Non, mais tu as raison. Mais l'émission avait pour vocation de montrer les plus grands et des mecs émergents, donc des petites boîtes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a des mecs. Moi, Tu pourrais dire patron en devenir, tu vois, plutôt que de dire petit. Oui. C'est tellement dévalorisant. Non, mais tu es d'accord. Tu vois, il y a un truc qui est passé. Non, ce que je veux te dire, c'est que ce qui est étrange, c'est que il y a des mecs qui ont réussi en étant en complet désaccord. Quand on dit qu'est-ce que c'est que la réussite, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est financière, est-ce qu'elle est humaine? Je ne sais pas ce que c'est la réussite d'un entrepreneur. Mais j'ai vu des sales cons qui n'avaient aucune humanité, qui étaient des tyrans dans leur boîte, qui ont fait des succès financiers et économiques exceptionnels. Et quand on me dit quelle est la bonne recette de réussite, je n'en sais rien du tout. Parce qu'il y a des mecs qui sont infiniment plus riches, successful que moi, mais dont je déteste à la fois les valeurs, le comportement, l'attitude, etc. Et donc le seul truc qui me semble important, c'est d'être en accord avec ces valeurs, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bon management, il n'y a qu'un management qui est en accord avec les valeurs qui te portent profondément et que tu as envie de partager avec des gens qui les partagent, en fait. C'est un peu philosophique, je te dis là, mais j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à un salarié qui rêve de devenir entrepreneur mais qui a peur de se planter? Qu'est-ce que tu lui exprimerais? N'écoute personne, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, 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 jamais. Sauf au moment où ta petite lumière Internet te dit ça y est, tu peux abandonner. Il y a un moment, tu sais, où il faut abandonner. Ça arrive, mais elle est très loin, la petite lumière qui arrête de brûler, en fait. Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on est dans l'adversité, il y a une espèce de capacité énergique qui se développe, ta capacité à endurer les emmerdements et à sauter les obstacles qui est phénoménale. Donc en fait, d'abord ne jamais écouter les connards que j'évoquais tout à l'heure qui disent ça ne marchera jamais. Donc virer tous les cons. Et surtout y aller quand on sent que c'est le bon moment et que c'est plus fort que toi. Et de durer, même quand ça ne marche pas tout de suite, jusqu'à ce que tu sens que tu n'as plus l'énergie. Mais ça vient beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense en fait. Pourquoi y aller alors? Pourquoi devenir entrepreneur? Mais parce que c'est le plus beau métier du monde. 700 émissions, 700 fois la question, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ne pas l'avoir fait plus tôt. Je suis désolé de te dire ça, mais tous les entrepreneurs, même dans leur parcours avec des emmerdements, et là, tous les mecs qui à 40, 50 ans en ce moment se font débarquer des boîtes et qui créent leur boîte, une petite boîte, auto-entrepreneur, machin, ça va, c'est dur de partir de la défense, déjà. Ah non mais putain, la liberté et l'indépendance, c'est juste génial. J'ai plus d'emmerdement, je fais ce que je veux. Il y a quand même 1 200 000 créations d'entreprises en France en ce moment, et c'est pas que des livreurs de Deliveroo et Uber. C'est des gens qui ont envie de rejeter le mécanisme de je m'éclate plus dans un système formaté où je cherche tous les matins ce qui me fait y aller le matin, etc. Allez-y, pardon, je veux une question. Si vous aviez à nouveau dans la vingtaine, vous lancerez dans quoi comme business? Dans la quoi, pardon, dans Dans la vingtaine, si vous avez de nouveau 20 ans. Ah,
Bon, il serait forcément numérique, il y aurait beaucoup de tech dedans, beaucoup de numérique dedans, mais je ne sais pas. J'irai plus dans le commerce traditionnel, ça c'est évident. Enfin, le click and le mortar c'est fini. Enfin, le mortar qui existait peut encore à peu près survivre. Et d'ailleurs, on voit en ce moment que les gens reviennent au commerce. Vous avez vu que les chiffres de l'e-commerce ne sont pas du tout bons en ce moment. Alors bien sûr, il y a le Black Friday, le Cyber Monday dans tous les sens. Mais globalement, l'e-commerce est en train de perdre 15 ou 20 points et le commerce traditionnel commence un petit peu à revenir. Tant mieux. Donc tant mieux. Cela dit, les magasins de vêtements vont tous mourir. Il y a quand même des tas de choses qui vont continuer à mourir. Je ne vois pas du tout quel nouveau concept de retail physique peut aujourd'hui être créé, se développer, et successful et en gagnant de l'argent. Je ne vois pas comment c'est possible. D'ailleurs, il n'y a quasiment rien, ni dans la restauration, ni dans quelques secteurs du commerce. Mais ceux qui sont encore vivants, s'ils arrivent à se digitaliser, à prendre le meilleur des deux mondes, à rajouter le sens de la relation client et de l'humanité, ils vont survivre. Mais aujourd'hui, donc ça, j'éliminerai. J'irai dans tout ce qui facilite la vie et qui est basé sur un modèle d'abonnement, comme vous, ici, comme Plus que Pro. Parce qu'il faut de la récurrence. Donc je choisirai quelque chose qui soit beaucoup basé sur la tech, beaucoup basé sur la data et sur de la récurrence. Et après, je verrai où est-ce qu'il n'y en a pas encore. Le problème, c'est que mais il ne faut jamais se dire aussi, parce que quand même, comme je suis le plus vieux de la bande, je peux le dire, ça fait 40 ans que j'entends des gens pensant que tout a été inventé. Ce n'est pas vrai du tout. Quand tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore des TikTok qui vont dézinguer d'autres plateformes, et il y a d'autres qui vont dézinguer TikTok, tout est encore à inventer, contrairement à ce qu'on pense. Et on a facilement tendance à se dire que tout ce qu'on a envie de faire existe déjà. Mais tout le monde n'a pas forcément la capacité à le faire avec d'autres valeurs, avec des éléments différenciants, etc. Donc voilà, en gros, quelques éléments du mix, mais à cette étape... alors je vais vous dire un truc, mais je l'ai abandonné, ce projet. J'ai failli réentreprendre il y a 3 ans, en fait, mais pour un sujet un peu plus personnel. Ce n'est pas un sujet rigolo, c'est pour ça que je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais je vis en ce moment de manière extrêmement douloureuse la fin de vie de mes parents. Mon père est décédé de maladie de Parkinson, maman est en train de mourir de maladie d'Alzheimer, et ça fait en gros 7 ans que je m'occupe de mes parents. Ce qui est en gros la vie de toutes les familles françaises, qui aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a 4 générations par famille aujourd'hui en France, alors qu'avant c'était 3 générations, et que la dépendance et vieillir en mauvaise santé, ce qui est en fait ce qui nous attend toutes et tous à un moment ou à un autre, puisqu'en fait en France, effectivement, on vit beaucoup plus vieux, mais on ne vit pas plus vieux en bonne santé mieux qu'avant. En gros, à partir de 73-75 ans, vous avez tous ces emmerdements de maladies neurodégénératives, etc. Et croyez-moi, c'est un truc d'une... Alors, soit vous êtes comme beaucoup de gens, j'en ai rien à branler, ils ont qu'à se démerder, les vieux, on le met dans un EHPAD et je m'en occupe pas, mais ce n'est pas ma nature. Soit on s'en occupe et ça vous bouffe votre vie, ce qui est mon cas depuis en gros 7 ans, en m'en occupant beaucoup avec ma sœur, etc. Et j'ai eu envie à un moment j'avais une belle idée sur ce sujet-là pour intergénérationnel, pour essayer de combler ce problème énorme d'une France qui passe à toute vitesse, qui fonce à toute vitesse sur le mur de la dépendance, sans avoir les moyens pour le moment de le résoudre. Et donc on a devant nous là des années, c'est pas un sujet rigolo, hein, mais c'est un sujet sociétal considérable, sur lequel aujourd'hui, gouvernement après gouvernement, il ne se passe rien. Et donc s'il y a un métier sur lequel j'irai, ne serait-ce que parce que pour moi ça a vraiment du sens par rapport à ce que je viens de vivre, et par rapport à ce que je pense qu'il pourra apporter à toutes les familles françaises, parce que je vous souhaite ça, mais je ne peux même pas vous dire que vous ne l'aurez pas, vous l'aurez tous dans vos familles, malheureusement, des parents qui, à un moment, ou des proches qui vivront ce type d'événement. Donc voilà vers quoi j'irai. Si j'arrivais à faire, et notamment ce projet, il avait un mélange de tech et d'intergénérationnalité sur ce sujet, qui est celui notamment qu'on a vu chez Orpea avec le scandale Orpea. Mes parents étaient chez Orpea, ils ont assassiné mon père. Donc c'est pour ça que je suis sensible à ce sujet, en fait. Pardonnez-moi, il est un peu personnel, mais il est en même temps très sociétal, parce qu'il concerne à peu près tout le monde. J'ai bien plombé l'ambiance, là. Non, pardonnez-moi, mais voilà, c'est un projet perso. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'étais en train de lever des fonds pour faire ce truc il y a 3 ans quand le Covid est arrivé. Et puis après, le Covid a un peu tout foutu en l'air, et du coup, je vais réfléchir. Il y a encore une question, parce que le compteur tourne, et on remercie Philippe. Merci à vous, surtout. Merci beaucoup. Dernière question. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a lu pas mal de bouquins. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que parmi ceux que tu as lus, il y en a un que tu nous recommanderais en particulier, celui qui a fait naître en toi peut-être une nouvelle force, de la puissance, ou qui t'a fait comprendre vraiment quelque chose d'essentiel qui t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui? Le papier, c'est sacré. Non, ce qui est marrant, c'est que le bouquin qui m'a un peu inspiré, mais c'est marrant parce que c'est tellement ancien que ça ne te dira rien et que ça ne vous sera pas très utile, c'est qu'en 84,
moi je rentre à l'expansion, je suis énervé par les Français, je commence à écrire mon bouquin. En 85 sort un bouquin américain qui s'appelle In Search of Excellence, le prix de l'excellence, de Tom Peters, qui est le gourou du management américain, qui a été le plus gros best-seller américain sur ce type de bouquin. Et il est sorti un an avant mon bouquin Service Compris. Et après, Service Compris a été un gros succès sur un peu la même mécanique aussi. Et c'est un type que j'ai vu, il a 88 ans. Il vient d'écrire un autre bouquin qui a un peu tout ce qu'il a appris pendant ses 45 années de leadership, etc., qui est assez passionnant. Mais donc, globalement, moi, c'était, à titre personnel, c'est un bouquin mais qui date beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. Mais autrement, non, il y a plein de bouquins, si tu veux, au fil de l'eau. Des bouquins comme, par exemple, Objectif Zéro Sale Con. C'est un bouquin sur The No Asshole Rule. C'est ce que j'évoquais sur les gens toxiques qu'il faudrait éliminer. Le bouquin de Zappos. Zappos, je ne sais pas si vous connaissez Zappos, c'est une plateforme de vente de chaussures américaine qui a été vendue 1 milliard à Google par un entrepreneur chinois qui a écrit un bouquin qui s'appelle Delivering Happiness. C'est ça l'effet wow en fait. Voilà. C'est donner en fait une date de livraison beaucoup plus tardive que la date réelle en fait. Absolument. À laquelle le Absolument. produit est arrivé, Et le mec, il a construit sa boîte qui s'appelle Delivering Happiness. Son bouquin s'appelle Delivering Happiness. En très peu d'années, il a construit un monstre en fait du commerce en ligne sur tous ces trucs. Et juste une anecdote, il a obtenu, pour te montrer ce genre de bouquin, t'amène aussi ce genre de choses. Il est rentré dans le prix Guinness dans le Guinness Book des records pour la plus longue entretien téléphonique d'une plateforme de centre d'appel, qui durait, je crois, 8 heures. Et alors 8 heures, c'était pourquoi? Juste pour donner la philosophie de la boîte, c'est qu'en fait, ils ont parlé pendant 8 heures entre le client et l'opérateur. Et le mec s'est pas fait virer, il est devenu Employee of the Year, en fait, l'employé de l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un pizzaiolo qui faisait ça en plus de son job, qui était fanat de pizza, et la cliente était une fanat de pizza. Ils ont parlé pendant 8 heures de pizza. Ils ont échangé des recettes pendant 8 heures. Et ce que j'adore dans l'histoire, c'est que dans une boîte normale, le mec se serait fait virer. Parce qu'en gros, il aurait explosé l'ensemble des ratios de temps passé par rapport à un client. Et lui, il a été non seulement promu, mais il a fait en partie la réputation de la boîte sur des sujets comme ça. Et tu vois, moi, ce que j'aime dans ces boîtes-là, c'est à quel point elles sont pragmatiques et à quel point elles n'oublient jamais un truc, c'est que les exemples parlent beaucoup plus que les concepts. C'est quand tu racontes ce type d'histoire, tu comprends le management et tu comprends beaucoup mieux quand tu fais des profs de maths, enfin des profs d'économie qui t'expliquent la vie, l'amour, la mort et la qualité de service. Quoi, en gros. Bon, t'en as beaucoup qui ont fait pareil et qui sont morts. Hein. Oui, tu as raison. Je pense qu'entre le nombre de mecs qui ont parlé 8 heures d'un sujet qui n'est pas le sujet de l'entreprise, qui sont devenus l'employé de l'année, et le nombre de mecs qui ont planté la boîte, à mon avis, il y en a plus qui ont planté la boîte. Oui, bien sûr. Mais, voilà. Non, mais ça incarne quand même la cohérence dans le discours et dans la pratique. Parce que c'est ça qui est détestable, c'est l'absence de cohérence entre ce qu'on demande aux gens de faire et la façon dont on récompense ce qu'ils font. Et je terminerai en disant que le principal reproche qu'adressent les salariés à leurs collaborateurs, les salariés à leur management, c'est l'absence de reconnaissance. Donc c'est un vrai truc important. Merci à tous, c'était un bonheur de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.